Monsieur le Président, La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport Abyss, la dernière frontière, à la demande de la mission d'information Exploration, protection et exploitation des fonds marins. Quelle stratégie pour la France? Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de 2 minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie pour 1 minute. Monsieur le ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle. La parole est tout d'abord à l'orateur de la mission d'information qui a demandé ce débat, Monsieur Teva Rohfritsch, rapporteur de la mission d'information pour 8 minutes. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la mission d'information, chers collègues, je me réjouis que nous puissions débattre sur les conclusions du rapport que la mission d'information sur l'exploration, l'exploitation et la protection des grands fonds marins a adopté le 21 juin dernier. Le titre que nous avons choisi pour ce rapport, « Abyss, la dernière frontière », comporte un point d'interrogation. Une interpellation bien à propos, tant sont nombreux les défis pour franchir avec intelligence et discernement cette barrière de la connaissance. En effet, bien que cela soit difficilement concevable en 2022, il ressort de nos travaux qu'il nous reste tout, ou presque, à découvrir des grands fonds marins. Ceci s'apparente à bien des égards à une véritable mare incognita, et c'est un paradoxe. Alors que 12 hommes ont foulé le sol lunaire, seuls 4 ont plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur. En conséquence, nous ne connaîtrions, selon les plus optimistes estimations de l'Ifremer, que 5% de la biodiversité de l'océan profond et 2% de la bathymétrie avec une résolution d'1 mètre. Cette méconnaissance n'est pas propre à la France, qui se situe dans la moyenne des principales puissances maritimes, mais la France accuse bien quelques retards sur le plan industriel, en dépit de ses performances reconnues sur le plan de la recherche et de l'innovation. Cette situation résulte à titre principal des difficultés liées aux grandes profondeurs, mais également, il faut le reconnaître, d'un relatif désintérêt de longue date de la part des pouvoirs publics. Pourtant, les enjeux sont nombreux, colossaux même, dans un monde qui va vite et dont la soif de connaissances et de ressources alternatives paraît insatiable au regard des enjeux de la transition énergétique. Souvent comparé à une nouvelle ruée vers l'or ou encore à la course aux étoiles, l'accès aux grands fonds marins, que l'on pense riches en ressources minérales, participe aux jeux et enjeux de puissance avec pour compétiteurs la Chine, la Russie, les États-Unis, la Norvège et de nombreux autres pays. En parallèle, il a aussi été démontré, contrairement à ce que nous pensions encore récemment, que les abysses abritent une vie abondante, disposant de caractéristiques génétiques exceptionnelles pour survivre dans ces milieux hostiles. Ces écosystèmes doivent absolument être préservés. Nous ne sommes qu'au stade de la description et non de la compréhension de ces milieux, de leurs interactions, de leurs fonctions. Sur ce constat et face à des procédés industriels d'extraction minière sous-marine qui n'ont pas atteint leur maturité, la mission d'information a estimé qu'il était prématuré d'envisager une exploitation. Ceci ne doit pas pour autant nous contraindre à l'immobilisme. Nous prônons au contraire un soutien accru à la recherche française, aux industriels et aux entreprises de services mobilisés sur l'exploration. Je suis en effet persuadé que la valorisation comme la protection de ces milieux fragiles passe par une première étape indispensable de recueil de connaissances. Connaître et comprendre pour protéger et préserver. Tels doivent être nos maîtres mots et je me réjouis, Monsieur le Ministre, de l'appel à projet que le gouvernement a lancé le 27 septembre dernier pour 25 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030. Cette première phase appelle déjà la suivante, car les opportunités de développement sont nombreuses. À titre d'exemple, il faudrait 3500 ans à un robot autonome de type AUV pour cartographier l'ensemble de la ZEE française. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous annoncer la suite du calendrier pour France 2030 ? Ces enjeux globaux ne doivent pas faire oublier la dimension locale et profondément humaine de notre rapport à la mer, qui s'apparente à l'intime dans certaines cultures, comme chez nous dans les Outre-mer, comme chez moi en Polynésie française. La mer y est considérée comme le premier garde-manger, le trait d'union entre les îles et les peuples, le temple sacré, la voie de l'envol des âmes, tout simplement le lieu où l'on vit en bord de terre. Cette dimension locale est souvent oubliée,
comme nous l'ont unanimement signalé les représentants des territoires ultramarins que nous avons auditionnés. Il est impératif d'associer nos populations, nos élus locaux, ou ce sera l'échec et le rejet. Dans nos collectivités du Pacifique, l'impératif culturel, viscéral, se joint au respect des lois organiques et de la Constitution, qui consacrent de larges compétences aux collectivités que l'usage local dénomme pays, non par défiance à la nation, mais par fierté de cette identité particulière en son sein que l'histoire et la géographie ont fondée. Nos territoires d'outre-mer sont bien aux premières loges de tous ces défis. La ZEE française est la deuxième mondiale en termes de superficie. 97% de celle-ci est ultramarine, 47% en Polynésie. Je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans ces mots les ressources pour faire naître la concertation, mais aussi l'esprit d'initiative. Yanui te aroha, que l'amour soit grand, dit-on chez nous. Dans ce contexte d'enjeux multiples, nous sommes convaincus que la France a un rôle essentiel à jouer sur cette immense ZEE, mais également à l'échelle internationale. Elle fut l'une des toutes premières nations à s'intéresser aux grands fonds marins dès les années 60. Elle dispose d'un vivier de scientifiques et d'entreprises innovantes de renommée mondiale. La France est un membre historique et actif de l'AIFM, qui lui a octroyé 2 contrats d'exploration dans les eaux internationales. Sa marine est présente sur tous les océans. La France, avec toutes ses composantes ultramarines, est donc bien incontournable. C'est une chance pour elle, autant qu'une responsabilité que le président de la République a fait sienne. Nous devons tous ensemble assumer cette responsabilité devant les nations du monde, en particulier celles moins attentives aux impacts de l'émission de l'homme dans ces milieux abyssaux. Homme libre, toujours tu chériras la mer, nous disait Baudelaire. La France doit porter, au sein de l'AIFM, une position exigeante quant aux garanties environnementales et aux moyens consacrés à leur respect. Ces défis sont passionnants et nous obligent, mais ils appellent une forte mobilisation de tous les acteurs concernés, en particulier l'État. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous avons formulé 20 recommandations. Il faut notamment, Monsieur le Ministre, associer davantage le Parlement, clarifier la gouvernance, aujourd'hui peu lisible, et soutenir aussi bien la recherche française que le tissu industriel par une commande publique forte et constante. À ce stade, nos recommandations ne portent pas sur l'ouverture de crédits supplémentaires, ni sur l'élaboration d'une énième stratégie, mais la confirmation de ce qui a été conçu et annoncé autour de 2 piliers. Le pilier civil, avec la stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins, issu de travaux collectifs menés par Jean-Louis Levé. Ce pilier a été renforcé par le 10e objectif du plan France 2030, évoqué tantôt. Le pilier militaire, avec la stratégie de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées. Pour le premier pilier, 2 enveloppes normalement distinctes de 300 millions d'euros ont été annoncées et validées par le Premier ministre Jean Castex. Il ressort néanmoins de nos auditions que sa mise en œuvre souffrirait d'un portage politique diffus, trop faible. Si tel est le cas, ce serait un échec cuisant pour notre pays, celui de Jules Verne, du commandant Cousteau, mais aussi de Pasteur. Pourriez-vous nous éclairer, Monsieur le Ministre, sur la politique du gouvernement en faveur de la connaissance de nos grands fonds marins? Avec quels moyens et à quel rythme? Les 2 budgets de 300 millions d'euros sont-ils confirmés? Quel regard portez-vous sur les 20 recommandations formulées par notre mission? Au regard des tensions géopolitiques en mer Baltique, pouvez-vous aussi nous indiquer si la France dispose de moyens suffisants pour assurer la sécurité de ses infrastructures sous-marines de communication et d'énergie? De nombreuses questions se posent, Monsieur le Ministre, et ce débat, je n'en doute pas, permettra de les éclairer. Pour conclure, Monsieur le Ministre, chers collègues, je ne pense pas me tromper en soutenant que nous partageons tous ici le souhait que la France confirme son rang de puissance maritime comme son excellence en matière de recherche et d'industrie sous-marine. Nous pouvons relever tous ensemble ce défi de la connaissance avec responsabilité. Jules Verne ne s'y est pas trompé en nous invitant à aimer la mer, cet immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. Ne cédons donc pas à l'immobilisme, mais faisons ensemble la démonstration qu'un modèle vertueux et performant est possible dans le respect des écosystèmes et des fonctions vitales de l'océan. Ce modèle doit être porté par la France avec ses outre-mer. Merci de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices, Monsieur le Président de cette mission d'information, Monsieur le rapporteur, je vais être très bref, mais je voulais vraiment prendre ce moment pour pouvoir faire une toute petite introduction. D'abord pour vous remercier pour la qualité de ce rapport. La qualité de ce rapport dans un contexte en plus où on connaît très peu de choses sur cette matière. Et donc je crois que vous avez mené plus d'une 60aine d'auditions, 70 pour être tout à fait précis, peut-être bien 69. Vous avez fait un certain nombre de déplacements, dont un en Norvège. Et puis on voit que dans ce rapport, il y a la patte de quelqu'un qui connaît la mer, de quelqu'un qui connaît les enjeux de préservation de la biodiversité marine, de quelqu'un qui connaît là aussi les enjeux de valorisation de ce patrimoine
patrimoine et quelqu'un qui, au fond, met au cœur de la priorité de la stratégie pour le territoire de la Polynésie, pour tout le territoire ultramarin et pour la France, la nécessité bien de faire de la mer des enjeux maritimes, un enjeu à la fois de lutte contre le changement climatique et en même temps de souveraineté. Et donc le gouvernement et puis tous ceux qui travaillent sur cette belle politique ont bien pris connaissance des recommandations et nous allons avoir l'occasion, à travers les questions des sénateurs et des sénatrices qui ne vont pas manquer d'arriver, de peut-être faire 3 points de clarification. Le premier, c'est qu'il y a un pilote de l'avion. Le pilote dans l'avion, c'est le président de la République, puisque c'est une ambition qui est fortement portée. Il a eu l'occasion de le rappeler dans les différents sommets, le sommet des Nations Unies pour les océans à Lisbonne. Il a eu l'occasion de le rappeler aussi dans une belle région que certains nombre de connaissent ici, comme le président et l'autre président, la Bretagne, de rappeler à quel point la connaissance des fonds marins, la connaissance de l'océan était un enjeu crucial. Et puis il y a aussi un pilote de l'avion avec une instance de décision qui est le CIMER, le comité interministériel de la mer, où se prennent un certain nombre de décisions, où s'est pris d'ailleurs la décision de faire de l'exploration des fonds marins une priorité. Et puis il y a une deuxième clarification que vous apportez, et je vous en remercie, dans un moment qui n'était pas simple, et vous l'avez fait, je crois, quasiment un peu en avance par rapport à ce qu'a pu porter le gouvernement. C'est la clarification sur le fait qu'on devait et que nous n'allions pas nous engager dans la voie de l'exploitation. Et que ce qui nous guide, la stratégie du gouvernement, la stratégie de tous les acteurs, c'est celle d'une meilleure connaissance, c'est celle de l'exploration, c'est celle de la recherche scientifique. Et donc nous allons avancer dans cette voie-là, en incluant bien évidemment tous les territoires, j'y reviendrai, notamment les territoires ultramarins. Et puis un dernier point de clarification, si je peux me permettre de le faire tout de suite, c'est que l'enveloppe dédiée pour ce magnifique sujet, parce que c'est une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure nationale, c'est aussi une aventure industrielle, puisque notamment sur la partie militaire, on va devoir là aussi mobiliser un certain nombre de nos industriels sur le sujet. C'est une enveloppe de 350 millions d'euros, c'est en fait 352 si on compte d'autres petits bouts de crédit qui sont dans quelques ministères, mais aussi une enveloppe qui est forte. C'est un signal politique envoyé pour faire de l'exploration des fonds marins un sujet prioritaire. Donc je vous remercie encore, à vous aussi d'être présent ce soir pour discuter de ce magnifique sujet, parce que c'est un sujet qui a trait à la question de la souveraineté, de l'urgence écologique et de la capacité, au fond, aussi à répondre aux grands enjeux pour nos concitoyens et pour les générations qui vont arriver. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous ai permis de développer complètement, même si vous dépassiez un petit peu. Mais pour la suite, on essaiera de rester dans le temps. Monsieur Gérard Lahellec, pour le groupe CRCE, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Mission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme mes collègues, j'ai participé donc avec beaucoup d'intérêt à cette mission d'information sur les fonds marins. J'ai lu attentivement le rapport et je dois dire que je partage l'essentiel des conclusions qui en découlent. En effet, si l'Amazonie est le poumon vert de notre planète et sollicite à ce titre l'attention du monde au moindre départ de feu, nos océans sont sûrement le poumon bleu indispensable à notre avenir. Le rôle des océans dans la régulation du réchauffement climatique est indéniable et les abysses en sont peut-être la réserve naturellement préservée. Au même titre que nous nous soucions de l'état de nos forêts, de nos sols, afin de garantir la qualité de notre air, la bonne santé de nos océans doit donc aussi demeurer une de nos préoccupations majeures dans l'intérêt de notre planète et des générations futures. La France a le 2e espace maritime au monde et a donc une responsabilité particulière de ce point de vue-là. Ne nous comparons pas à ceux qui sauteraient les étapes, passez-moi l'expression, en sautant les étapes, en confondant vitesse et précipitation, et en espérant trouver ici, j'allais dire, une nouvelle manne énergétique, une nouvelle manne peut-être économique, peut-être une nouvelle manne financière. On sait que l'enjeu est trop important pour jouer à ce jeu-là. Alors que le président de la République souhaitait, je le cite en octobre 2021, le départ d'une ère de cette dernière frontière
que représentent les profondeurs maritimes à l'issue de ces missions d'information, nous appelons en vérité à de la prudence et qu'il me soit permis ici de souligner que les infléchissements intervenus depuis ces déclarations sont de nature à me permettre d'affirmer ici que, monsieur le rapporteur, vous avez vraisemblablement d'ores et déjà peut-être été entendu. Pour autant, la fascination que constituent ces fonds marins, puisqu'on ne les connaît pas, n'empêche pas l'action. Et notre méconnaissance des fonds marins nous éclaire au moins sur la nécessité de mieux connaître. Je ne citerai pas ici Paul Valéry et son regard sur le monde actuel, mais il disait déjà en son temps que l'avenir serait cognitif et qu'il y avait besoin de connaître. Et vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, 4 personnes seulement ont observé les fonds marins au-delà de 10 000 mètres de profondeur. C'est donc 3 fois moins que les personnes ayant foulé la surface de la Lune. Donc, la recherche de la meilleure connaissance des abysses est donc une impérieuse nécessité. Et pour cela, il faudra des moyens techniques, mais aussi des moyens humains. Les organismes existent, nous les avons d'ailleurs rencontrés, vous les avez rencontrés aussi. Je pense à l'IFREMER, que je salue au passage, à l'Institut français de la recherche donc de l'exploitation de la mer, au CHUM, que nous avons rencontré aussi, et qui ont déjà quelques notoriétés au-delà de nos frontières. Et il sera aussi important d'associer pleinement, et je dirais même de confier sûrement, le pilotage du suivi de ce sujet, allez, disons-le, à nos collègues d'outre-mer. Je pense que la mission telle qu'elle a été accomplie constitue par elle-même une invitation. En tout cas, permettez-moi de dire ici qu'il s'agit d'un souhait, librement donc exprimé. Alors, en tant que Breton, et peut-être avec d'autres Bretons qui nous regardent ce soir, j'en suis même convaincu. Et depuis les Côtes-d'Armor auxquelles je tiens tant, monsieur le ministre, je serais également ravi de participer et de lire les résultats à venir de ces études, parce qu'il faut continuer à étudier. Elles seront indispensables, car je le redis, et j'en termine, s'il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, science sans connaissance n'est que démagogie. Alors, à bon entendeur, et merci de votre attention. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup et merci à vous, chers collègues. D'abord, je partage votre amour des Côtes-d'Armor. Je partage aussi votre amour des citations. Simplement vous dire que, bien évidemment, nous partageons, et le gouvernement, le président de la République a eu l'occasion de le rappeler, notamment à Lisbonne, il s'en est ensuite redit, et je le redis ici devant vous sur la distinction et le fait que nous souhaitons être dans l'exploration et non pas dans l'exploitation. Donc je partage votre prudence. Je partage aussi votre exigence, vous l'avez dit, j'allais dire en creux, non, vous l'avez dit de manière très claire sur la nécessité d'impliquer nos collègues d'outre-mer. Nous le ferons dans le cadre notamment du CNML, le Conseil national de la mer et du littoral, parce qu'on va devoir déployer d'ici 1 an la stratégie nationale de la mer et littoral qui inclut une partie grand fonds, et donc nous aurons l'occasion de revenir vers vous avec un certain nombre de propositions, d'échéances, de manière de vous impliquer. Et donc je crois que le pilote que j'ai évoqué tout à l'heure, il doit être au niveau politique, le président de la République, la première ministre, et puis ici votre serviteur au secrétariat d'État de la mer, mais il doit se faire avec une exigence d'impliquer, de co-construire cette stratégie, parce que vous êtes à la fois les premiers acteurs et puis ceux qui aussi vivent de plein fouet la question du changement climatique partout sur les territoires. Et puis nous partageons l'exigence que vous avez évoqué de partager la connaissance. C'est le dernier point que l'on a évoqué lors du comité de pilotage France 2030, et on a demandé et on va financer des actions de partage de la connaissance, de vulgarisation, de communication de ce que nous faisons, parce que je crois que c'est comme ça qu'aussi on peut susciter des vocations et renforcer la sensibilisation de nos concitoyens et de tout le monde à la protection des océans et de la biodiversité marine. Merci, monsieur le ministre. Vous souhaitez répliquer, chers collègues? Pas de réplique.
La parole est à monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais saluer le Président de notre commission, Michel Canevet, le rapporteur, Teva Rothfrisch, pour la qualité du travail qu'ils ont su mener et tout ce qu'ils ont su impulser dans le cadre donc, de cette mission. Si plusieurs milliers d'êtres humains ont franchi l'Everest, le point culminant de notre planète, si plusieurs centaines de personnes, plus de 300 personnes sont allées dans l'espace, si 12 personnes, 12 êtres humains ont marché sur la Lune, seule une poignée sont allés au plus profond de la Terre, donc sous la mer, dans les abysses. Et ceci montre finalement tout l'enjeu et toute l'importance de la mare incognita. Puisque si nous connaissons relativement bien la partie la plus superficielle de nos océans, le reste est inconnu. Que ça soit la masse d'eau, sachant que la profondeur moyenne est supérieure à 3800 mètres donc au niveau de nos océans. Et si nous connaissons cette partie supérieure de la masse d'eau, nous ne connaissons pas l'autre partie, celle qui est la plus profonde. Ensuite, nous avons un autre enjeu et un autre élément important, c'est celui effectivement par rapport au fond marin à proprement parler, au-delà de la masse d'eau. Et dans ce cadre, je crois qu'il est important de garder le paramètre de sagesse qui a été celui que vous nous proposez et que nous vous proposons, Monsieur le Ministre, dans le cadre donc de ce rapport, celui de la prudence. Mais prudence ne veut pas dire naïveté, parce que en droit, il y a ce qui est res nullis et res communis, c'est-à-dire les biens qui sont communs à l'humanité et les biens qui sont à personne et que dans l'absolu, chacun peut s'approprier. Il y a une logique qui a été une logique finalement d'appropriation de ces fonds marins au travers du problème, de la problématique et des enjeux d'extraplaque pour lequel, je veux dire, notre pays a participé, s'est engagé et ce sont près d'1 million de kilomètres carrés supplémentaires que nous avons obtenus en termes de capacité de pouvoir maîtriser les ressources et les possibilités sur ces fonds. C'est un point et un élément qui est un élément important. Mais pour autant, nous devons avoir conscience que les fonds marins, c'est aussi quand même une réalité économique aujourd'hui. 30% du gaz et du pétrole exploités dans le monde, les offshore, donc viennent de sous la mer. Je ne vais pas revenir sur les enjeux relatifs aux gazoducs, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, ainsi que par rapport aux câbles sous-marins, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir en termes de sécurité. Et par rapport à tout cela, moi je voudrais, moins de terminer mon propos, Monsieur le Ministre, attirer votre attention sur un point et un élément. C'est celui de l'avenir du Nautile. Il a été décidé, trop hâtivement à mon goût, d'arrêter l'exploitation du Nautile à partir de 2028. Pour moi, c'est une erreur. Plus qu'une erreur, c'est une faute, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que peut faire un sous-marin, des drones ne le feront pas de la même façon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'après un recarénage en 2028, le Nautile pourra fonctionner encore une bonne dizaine ou une quinzaine d'années supplémentaires. Il faut conclure, chers collègues. Et le dernier point, je conclus par là, monsieur le Président, c'est que la France fait partie des 5 nations qui ont cette capacité à pouvoir aller à moins 6000 mètres de profondeur avec des bâtiments habités. Et le fait de sortir de ce club fermé est non seulement un problème par rapport à la recherche scientifique, mais aussi et surtout, Monsieur le Président, et je conclus, c'est une simple
perspective d'économie d'1 million d'euros qui serait assez catastrophique par rapport aux enjeux qui sont prégnants en la matière. Je vous remercie. Merci, cher collègue. J'ai été très tolérant. Et donc, il n'y aura pas de réplique pour Monsieur Folliot. Mais pour le ministre, il peut y en avoir une. Allez-y, Monsieur le ministre. Ne confondez pas Monsieur Folliot et moi, même si on se connaît sur d'autres bancs. Merci beaucoup, Monsieur Folliot, Monsieur le sénateur, et je sais toute votre implication sur ce sujet. Peut-être pour vous rassurer, on est dans la prudence ce soir, et donc vous rassurer pour vous dire qu'il n'y a pas de naïveté de la part de la France, il n'y a pas de naïveté de la part du gouvernement. On a bien conscience que les fonds marins, les grands fonds marins sont aussi un enjeu stratégique, et c'est pour ça que, à côté de cette stratégie de recherche de la connaissance, de recherche marine, nous avons déployé, nous développons avec le ministère des Armées une stratégie de maîtrise des fonds marins pour être en capacité, notamment sur les câbles sous-marins, sur la surveillance de notre espace maritime. Et le rapporteur connaît bien à la fois ces enjeux-là et la nécessité d'accélérer, d'amplifier sur les moyens, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire, notre capacité en mer, sous la mer aussi, à déployer de l'innovation, à déployer des moyens de surveillance. Et puis, pour vous répondre très concrètement sur le Nautile, c'est une des possibilités qui sera donnée dans le cadre des financements France 2030. Et donc, je prends l'engagement ici, devant vous, de regarder ça de manière très précise pour voir s'il est possible, s'il est souhaitable, et si nous allons nous engager dans la voie de poursuivre eh bien, le financement de cet instrument, comme vous l'avez très bien dit, qui est stratégique. Et puis je terminerai peut-être pour répondre, non pas qu'on en revient toujours à la Bretagne, mais c'était le même sujet que vous, pour répondre à notre sénateur des Côtes-d'Armor, pour lui dire qu'il peut avoir accès aux résultats de la campagne de cet été. C'est disponible sur Internet et c'est le blog de la mission Hermone 2, pardon. Vous n'êtes pas Dieu, Hermone 2, et donc vous pouvez avoir accès à toutes les informations. C'est aussi un des éléments de partage de la connaissance et de la science. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Allez, je redonne 30 secondes, s'il le veut, à Philippe Folliot. Juste, Monsieur le ministre, par rapport au Nautile, je rappelle, c'est 1 million d'euros. Mais simplement, il y a une nécessité de prendre plusieurs années pour former les opérateurs du sous-marin. Et que si on ne prend pas rapidement la décision de le poursuivre, donc il n'y aura pas cette capacité à pouvoir former, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un sous-marin sans les opérateurs. Et je crois que c'est un enjeu important. Et je terminerai par le fait que si on veut donner cette dimension de rêve pour nos enfants, il faut aussi que celui-ci puisse être incarné. Et donc, les opérateurs du Nautile font partie aussi de ce rêve. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la mission d'information, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a près d'un an, lors de son discours sur le plan de relance France 2030, le Président de la République déclarait que les fonds marins, je le cite, sont un levier extraordinaire pour la compréhension du vivant. Il ne faut pas laisser dans l'inconnu une partie du globe. Si plus de 71% de la surface de la Terre est couverte par des océans, les grands fonds marins restent très peu connus. Selon les scientifiques, 95% des océans profonds restent encore inexplorés. Je rappellerai 3 chiffres à dessein pour se rendre compte de l'ampleur de cette méconnaissance. Il est actuellement recensé environ 250 000 espèces vivantes sous-marines. Mais selon Jean-Marc Daniel, directeur du département chargé de l'exploration des grands fonds marins à Ifremer, on pourrait découvrir vraisemblablement entre 1 million et 10 millions de nouvelles espèces. Au-delà de la découverte de nouvelles espèces, les fonds marins recèlent de nombreuses ressources minières très convoitées, comme le cobalt, manganèse ou le nickel. Ces métaux entrent notamment dans la composition, faut-il le rappeler, des batteries électriques, élément incontournable pour l'avenir de la décarbonation de la production d'énergie et son stockage. Il est vrai qu'à l'heure où l'exploration des grands fonds marins s'accélère dans le monde, la France, l'un des pays pionniers, ça a été rappelé, de l'exploration des océans, doit aussi renforcer ses efforts pour rester dans la course et maîtriser sa souveraineté dans son espace maritime. Deuxième plus vaste domaine maritime au monde, après les États-Unis, et ce grâce à nos outre-mer, notre pays a souvent été présenté comme un défenseur du monde marin. Or, dans un contexte où toutes les puissances maritimes renforcent leur développement technologique
et leurs programmes d'exploration dans les eaux sous leur juridiction, comme dans les eaux internationales d'ailleurs, la problématique de l'exploitation des grands fonds marins refait surface. Il faut noter que l'exploitation minière en haute mer constitue pour de nombreuses entreprises privées une opportunité de développement, en particulier dans le secteur industriel, comme la production d'engins sous-marins d'avenir. Cependant, cette exploitation inquiète de nombreux scientifiques et ONG, car elle implique évidemment des dégradations irréversibles de notre écosystème et de la biodiversité, avec notamment un effet immédiat sur la chaîne alimentaire océanique. Ces craintes sont plus que légitimes et on ne peut les écarter d'un revers de la main. C'est pourquoi je les rejoins quant à leur revendication de renforcer avant tout notre connaissance des profondeurs. Il s'agit d'un préalable indispensable à l'élaboration d'un cadre juridique d'exploitation minière le plus respectueux de l'environnement possible. Ces raisons ont d'ailleurs justifié le moratoire qui a été adopté. Monsieur le ministre, je m'interroge naturellement sur la position du gouvernement à ce sujet. Vous avez commencé à déflorer le sujet tout à l'heure en introduction. Mais quelle est la politique que vous souhaitez mettre en œuvre pour l'exploration et l'exploitation des fonds marins? Comprendrez que nous soyons un peu perdus parfois entre la déclaration en juillet dernier du président de la République lors de la conférence des Nations Unies, dans laquelle il appelle à l'élaboration d'un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer, et ses déclarations précédentes soutenant la quête d'une extraction minière en eau profonde. La publication des excellents travaux de la mission d'information sur l'exploration et la protection des fonds marins dont nous débattons aujourd'hui tombe évidemment à pic. Ainsi, je souscris à la recommandation de nos collègues visant à temporiser sur une prospection et une exploitation prématurée des ressources minières dans l'attente d'acquérir une connaissance scientifique suffisante sur la question. Néanmoins, comme cela a été souligné par le rapport et rappelé tout à l'heure par un orateur, cette prudence ne doit pas être synonyme d'immobilisme et nous extraire de la compétition mondiale. À ce titre, l'État doit s'impliquer pleinement dans la structuration d'une base industrielle et technologique souveraine et compétitive au niveau international. Ça a été rappelé notamment par notre rapporteur, car nous devons garder à l'esprit que d'autres puissances mondiales, comme les États-Unis ou la Chine, sont moins timorées en la matière. Dans tous les cas, le pilotage de la politique à mener sur les abysses au regard du caractère transversal des enjeux mérite de gagner en visibilité. On ne peut donc que soutenir la création d'un ministère de la mer de plein exercice compétent pour établir une stratégie maritime centralisée pour des fonds marins, comme le propose la mission d'information. Enfin, en tant qu'élu ultramarin, j'insiste sur cette recommandation, ainsi que sur celle de renforcer en particulier les moyens humains et financiers d'Ifremer, notamment. Quelle que soit la position du gouvernement, cette politique doit absolument associer le Parlement et les Outre-mer aux différents stades d'élaboration, de pilotage et de suivi. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, en effet, la question des grands fonds marins ne doit pas être uniquement abordée sous le prisme des avis des instances étatiques et des experts. L'opposition ferme des habitants de Wallis et Futuna en 2010 et 2012 doit nous servir de leçon. Cette décision doit être prise de manière transparente et démocratique car elle concerne directement l'ensemble des personnes qui résident dans des régions où les modes de vie, l'économie et la culture sont influencés par l'environnement maritime. Dès lors, nous devons établir tous ensemble une stratégie maritime respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes, sans quoi elle pourrait susciter la méfiance des territoires et engendrer ainsi des blocages. J'espère, Monsieur le Ministre, que vos éclairages apporteront plus de visibilité. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Pour répondre d'abord à votre question, qui n'était pas la première, mais qui était celle qui, au fond, qui était centrale, puisqu'elle va guider à la fois les financements, la stratégie, et puis le travail qu'on aura à mener ensemble. La première, c'est de vous rappeler, en effet, la déclaration du président de la République qui a indiqué à Lisbonne qu'il fallait créer le cadre juridique pour stopper les activités minières en haute mer et ne pas autoriser des activités nouvelles qui mettraient en danger les écosystèmes, comme nous l'avons fait en France pour les hydrocarbures. Ceci signifie très clairement que, depuis la déclaration du président de la République à Lisbonne, la France s'engage dans sa stratégie, dans ses investissements sur uniquement l'enjeu de l'exploration. Et d'ailleurs, c'est ce qui a guidé tous les financements, les 350 millions qui vont devoir être déployés. Mais que, dans le même temps, et c'est toute, au fond, la bataille que l'on doit mener aussi à l'international, que ce soit dans le cadre du traité BBNJ, en bon grand breton, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, c'est la protection de la haute mer, parce que même si la France ne s'engage pas dans cette voie-là, on a conscience, parce qu'on n'est pas naïf, que d'autres peuvent le faire. Et que donc, il nous faut, comme dans tous les sujets, comme en tout temps,
arriver à convaincre nos autres partenaires ou les autres pays de s'engager dans cette voie-là. Et donc, il faut arriver à codifier les choses, ce qui ne veut pas dire que nous le faisons, et ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait sur les hydrocarbures, sur la montagne d'or dans d'autres endroits. On a été, je crois, en avance. Et donc, ce que nous disons très clairement, c'est qu'il faut que la France soit impliquée aussi dans les instances internationales pour convaincre que pour protéger notre biodiversité, pour protéger nos océans, il nous faut avoir ce cadre strict qui permette, au fond, de ne pas endommager les océans et la biodiversité marine. Merci, Monsieur le Ministre. Une réplique? Non, pas de réplique. Donc la parole est à Madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, on ne peut naturellement aborder un sujet maritime sans parler des Outre-mer, puisque c'est autour de la France ultramarine que se situe 97% de sa zone économique exclusive, équivalent à 17 fois sa surface terrestre, comme de nombreux collègues n'ont pas manqué de le rappeler. Notre pays est donc bien un pays maritime. À la lumière de ces chiffres, on peine donc à croire que la stratégie maritime française ne soit pas davantage affirmée. Le rapport de nos collègues Michel Canvet et Teva Rohfritsch, d'une grande richesse, est à mon sens un plaidoyer particulièrement nourri en faveur d'une politique maritime ambitieuse qui doit aller au-delà des eaux surjacentes pour partir à la conquête des profondeurs marines. Avec ce débat et celui qui se tiendra demain sur la stratégie maritime à la demande de la délégation aux Outre-mer, on ne peut que se réjouir de la séquence maritime qui s'ouvre. Preuve, s'il en fallait, de la vigilance particulière du Sénat sur ces questions. La mission d'information formule ainsi de nombreuses préconisations en vue de dessiner l'architecture du pilotage de la stratégie d'exploration des grands fonds marins. Elle ne peut en effet se concevoir sans identifier les acteurs qui l'incarneront et la déploieront. À cet égard, il va sans dire que j'approuve la nomination de membres au sein du gouvernement en charge de la mer. Mais l'exhortation à une politique ambitieuse est aussi le signe que la volonté politique de l'État, dans sa continuité d'ailleurs, n'est pas à la mesure du potentiel que recèle la mer française. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas tant le rang protocolaire du ministre qui compte que la volonté au sommet de l'État, au sein du gouvernement tout entier. Le Parlement devra en outre être pleinement associé en vue de la sécurisation juridique des grands fonds marins que le vide juridique qui les entoure fragilise. Dans le code minier, l'imprécision quant à leur exploitation fait encourir un risque et il s'agit de sécuriser ce patrimoine pour ne pas laisser se développer des initiatives d'autres pays qui pourraient se faire d'ailleurs au détriment des Outre-mer. Légiférer, c'est protéger le patrimoine marin, son intégrité et partant notre souveraineté, la mer étant une partie de notre territoire. Par ailleurs, au moment où la délégation aux Outre-mer rouvre ses travaux sur la différenciation territoriale, je suis sensible à la place que la mission accorde aux collectivités d'outre-mer dans la coordination de la stratégie pour les fonds marins. Si elle juge leur exploitation prématurée à ce stade de leur connaissance, elle invite à se placer dans une logique d'anticipation. La recherche et l'exploration ouvrent là aussi des perspectives économiques et scientifiques qui devraient placer les territoires ultramarins au cœur de la politique des grands fonds marins. C'est depuis la terre que l'on conquiert la mer et de ce point de vue, les Outre-mer constituent des bases avancées géostratégiques, mais des bases arrières notamment pour la recherche scientifique. Pour autant, les représentants des collectivités ultramarines auditionnées ont unanimement déploré l'absence d'information et d'association à l'élaboration de la stratégie 2021. Elle constitue pourtant un enjeu économique, social, éducatif, d'intégration régionale qui mérite d'être pensé avec les Outre-mer et pas seulement pour eux. Enfin, qu'ils s'emparent pleinement de ce défi. Une vision maritime ambitieuse, c'est aussi la possibilité pour les territoires ultramarins de renforcer leurs compétences locales, tourner leur jeunesse vers de nouveaux métiers. La cartographie et bathymétrie doivent offrir une connaissance précise des grands fonds et partagée avec les collectivités. En outre, l'approche globale des travaux de nos collègues tient compte de la place des populations, de leur nécessaire adhésion et l'indispensable respect de leur représentation pour assurer le succès d'une stratégie.
Plus généralement, les profondeurs marines de nos zones économiques exclusives sont dotées d'une richesse minérale exceptionnelle. Que ce soit en les minéralisations hydrothermales, les encroûtements cobaltifères ou la présence de nodules, des scientifiques relèvent pas moins de 27 métaux différents. Un déplacement à Brest avec la mission a été l'occasion de découvrir le travail remarquable de l'Ifremer, dont le rôle central aux côtés des autres instituts, le BRGM, le CNRS et le CHOM, pour citer les principaux, mérite d'être souligné. Ils valent à notre pays de figurer dans le top 10 des grands pays océaniques. Oui, la recherche doit être soutenue. Elle est la clé de la maîtrise des profondeurs et malgré la période troublée qui impose des arbitrages, la recherche stratégique ne devrait pas faire l'objet de compromis. Nous devons également placer l'industrie au cœur de l'ambition pour les grands fonds marins. Dans cette politique, les Outre-mer devront trouver une place de premier plan et bénéficier des fruits du développement des activités autour des profondeurs maritimes qui les entourent. J'en terminerai par un mot sur la coopération. En matière maritime, elle est incontournable et se situe au niveau international et pour une bonne intégration des Outre-mer également régionale. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Allez-y, vous pouvez y aller. Merci si beaucoup. Vous le souhaitez, hein, si vous le souhaitez. Non, c'était juste attendre qu'elle peut-être soit assise. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, et merci de votre implication aussi sur ce sujet, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, bien évidemment, à la fois dans la lecture et puis la mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Nous avons une attention toute particulière pour les territoires ultramarins. Pour être très concret, à quel niveau les territoires ultramarins, les collectivités d'outre-mer vont être impliquées? D'abord, parce que cette politique maritime, cette stratégie maritime qui intègre la stratégie des grands fonds est portée au plus haut niveau de l'État avec le CIMER, ce comité interministériel. Il y aura bien évidemment le ministre des Outre-mer et bien évidemment toutes les collectivités qui travaillent. Ensuite, dans la déclinaison, il y aura le Conseil national de la mer et du littoral qui inclut dedans des élus d'outre-mer, des personnes qui représentent ces magnifiques territoires. Et puis, ce que je vous propose, parce qu'on a besoin aussi d'avoir parfois un peu plus de temps, d'avoir des cadres informels, il y avait un groupe de concertation qui existait, qui est piloté par le secrétariat général à la mer et qui, au fond, coordonne administrativement tout ça. Et donc, nous allons intégrer tous les élus des Outre-mer qui le souhaitent pour travailler avec les ONG, les scientifiques, pour faire entendre la voix des Outre-mer. Et tout ça servira à nourrir la stratégie nationale mer et littoral qui sera déployée en 2023. Et puis, nous allons aussi déployer cette planification stratégique des grands fonds marins. Et donc, ça veut dire planification stratégique, se mettre en lien aussi avec les stratégies des territoires, parce qu'on sait bien que les élections ne sont pas toujours au même moment, et donc il y a des stratégies qui sont faites par un territoire, et puis il y a la stratégie nationale, et puis la stratégie ministérielle. Et donc cette planification stratégique du territoire français, de la zone maritime française, elle se fera avec cette volonté de porter d'ici 2023 une véritable planification stratégique des grands fonds marins qui se fera territoire par territoire, avec bien évidemment cette ambition nationale, cette ambition pour notre nation. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, pas de réplique? Pas de réplique. La parole est à monsieur Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Les Français aiment la mer, mais ils la connaissent mal, disait Jacques Chirac. La surface maritime de la France est en effet, ça vient d'être rappelé, 17 fois supérieure à sa surface terrestre. C'est-à-dire à quel point il est difficile d'appréhender la présence française sur tous les océans. Ces vastes espaces contiennent un grand potentiel de ressources maritimes. Parmi celles-ci se trouvent les ressources de nos fonds marins et nous ne connaissons que très peu ces fonds, tout le monde l'a rappelé. Il est en effet relativement difficile et coûteux, bien sûr, d'explorer les abysses, surtout lorsque les profondeurs se comptent en milliers de mètres. De précieuses ressources minières sont néanmoins susceptibles de s'y trouver. Nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à ces ressources. En Europe, l'Allemagne et la Norvège sont en train de creuser l'écart. Elle reste bien sûr encore très loin derrière les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Certains pays s'intéressent de près à nos territoires, notamment dans le Pacifique, pour les ressources qu'ils pourraient contenir, mais aussi car nos fonds contiennent des infrastructures stratégiques, câbles de communication, mais aussi pipelines. De récents sabotages soulignent leur caractère stratégique, ainsi que la volonté de certains acteurs de les instrumentaliser.
L'une de nos premières priorités doit être donc l'exploration. Dresser l'état des lieux de nos fonds marins est indispensable pour préserver efficacement notre biodiversité. Cela l'est tout autant pour déterminer l'existence de ressources minières. Il nous semble à cet égard que la France doit investir suffisamment dans la technologie pour mieux contrôler ces espaces maritimes. Les drones sont une technologie particulièrement utile à l'exploration sous-marine. Il est essentiel que nous puissions la maîtriser. Les recommandations du rapport d'information traduisent la nécessité d'investir ce sujet. Notre groupe est bien sûr favorable au renforcement du rôle du Parlement dans le développement de ces projets. Il est nécessaire de parvenir à des solutions équilibrées pour permettre à la France d'avancer. Nous sommes également très favorables au retour d'un ministère de la mer de plein exercice. Cela contribuerait à redonner toute sa place à cette dimension majeure. L'histoire démontre amplement que la maîtrise des mers est un important facteur de puissance. Et puis, petit paragraphe sur la Bretagne. Monsieur le Président, mon cher Michel Canvet, le mercredi 24 octobre 2019 reste gravé dans ma mémoire avec amertume. Nous débattions de la loi relative à la délimitation des régions. Nous défendions ensemble une Bretagne à 5 départements. Nous voulions créer un pôle mondial de compétitivité mer conciliant tous les domaines de l'innovation, de la recherche jusqu'à la construction navale. Économiquement, la Bretagne à 5 départements, c'était la constitution d'une vraie région maritime avec en façade 2 grands ports, Brest et Nantes-Saint-Nazaire. La Bretagne, berceau naturel des activités en lien avec la mer, est une porte naturelle pour conduire une grande politique maritime utile à l'ensemble de la France. À l'heure où l'essentiel du trafic mondial des marchandises s'effectue par voie maritime, nous n'avons pas été entendus. Et aujourd'hui, nous constatons une perte de compétitivité des ports français avec des besoins d'investissement importants. J'ai bien entendu, Monsieur le Ministre, qu'il y aurait une coordination nationale. Il y aurait un peu moins de régions et plus marquées sur le maritime, ça serait plus simple. Il n'est pas réaliste de croire qu'avec des moyens limités, la France serait en mesure de rivaliser avec des capacités américaines ou chinoises. Il reste bien entendu indispensable que notre pays soit en mesure de garantir sa souveraineté sur l'ensemble de ces espaces. Pour être crédible, tout en tenant compte de nos capacités, la France peut compter sur la conclusion de partenariats avec des puissances qui partagent ses intérêts. En juin dernier, Monsieur le ministre de nos armées, de la Défense, a signé un accord de soutien logistique avec Singapour. Nous nous en réjouissons, puisqu'il bénéficiera aux armées de nos 2 pays. Et nous ne disposons pas de moyens militaires qui nous permettent de contrôler intégralement les vastes étendues de ce qui sont sous notre juridiction. À l'inverse, Singapour détient d'importants moyens, mais n'a pas l'espace suffisant pour les déployer. Cela pourrait servir de base à d'autres partenariats plus globaux qui permettraient donc de protéger notre patrimoine marin. J'espère que la construction d'un nouveau porte-avions, il y a parfois quelques bruits sur la question, se fera bien comme prévu, en renforçant nos coopérations et alliances face à des superpuissances qui ne cessent d'envahir les espaces marins. Nos partenaires européens disposent en effet de capacités significatives. La Suède actuellement construit la coque d'une frégate de 7000 tonnes. Une frégate de 7000 tonnes, c'est plus que n'importe quelle autre frégate que nous ayons en France. Et nombre de systèmes sur cette frégate qui ont été embarqués sont français. Les fonds marins seront l'un des prochains enjeux de rivalité entre les États. Il faudra bien sûr être en capacité de défendre nos intérêts. Il s'y constitue, ces fonds marins, d'importantes sources de développement économique. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et comme je vois que le Président regarde mes notes, c'est bien terminé, Monsieur le Président, rassurez-vous, j'ai tenu les horaires. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Il va retourner à sa place. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, d'abord, vous avez cité quelqu'un, j'ai cité aussi un grand breton qui disait sur notre nécessité aussi de renforcer la connaissance de nos concitoyens à la mer, Éric Tabarly, qui disait la mer, c'est ce qu'ont les Français dans le dos quand ils sont à la plage. Et donc je crois que depuis, on a fait beaucoup de progrès, et on essaye de le faire ici, en tout cas à ce ministère, mais il y a un enjeu là aussi partout sur les territoires de sensibilisation et de plus grande connaissance. D'abord, peut-être, je vais essayer de, je ne sais pas vous convaincre, mais en tout cas vous expliquer à quel point le fait d'avoir un secrétariat d'État placé auprès de la Première ministre permet justement de répondre à tous les enjeux que vous avez évoqués. Puisque, étant rattaché à la Première ministre, j'ai la légitimité
d'agir en interministérialité. Et on voit bien que les enjeux maritimes, les enjeux de la mer, c'est à la fois le littoral, donc la terre, c'est à la fois les fonds marins, c'est à la fois la haute mer, c'est l'économie, c'est l'écologique, c'est le défense, c'est le militaire, c'est l'aménagement du territoire. Et donc je le vois tous les jours avec beaucoup de force à quel point ça m'évite beaucoup de réunions interministérielles, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement et puis ça me permet de mobiliser tous les services de l'État pour atteindre cet objectif de faire de la mer, de faire de l'océan un objectif prioritaire. Et donc avec notamment le secrétaire général à la mer et puis surtout la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, c'est plus de 300 agents, c'est 6 mois que cette direction existe, ça nous permet de déployer cette fonction interministérielle, de le faire du mieux que nous pouvons, mais je le crois avec beaucoup plus d'efficacité, de cohérence et de convergence. Et donc sur l'enjeu notamment de la maîtrise des fonds marins, au fond, reconnaître que la mer est un enjeu de compétition stratégique, eh bien, j'arrive à le faire, nous arrivons à le faire de manière beaucoup plus efficace parce que justement, nous sommes rattachés à la Première ministre et donc nous pouvons déployer avec le ministère de la Défense, avec le secrétariat général de la Défense nationale, une stratégie convergente, coordonnée, cohérente sur l'exploration, la connaissance et en même temps cet enjeu de sécurité, de surveillance et de contrôle de nos espaces maritimes. Donc vous le voyez, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais je vous ai démontré à quel point c'était intéressant et important d'avoir ce rôle interministériel pour les enjeux maritimes. Merci, monsieur le ministre. Pas de réplique. La parole est à monsieur Jacques Fernique pour le groupe écologiste Solidarité Territoire pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la mission, le rapporteur, chers collègues. Je vais commencer par une citation dont je crois que nous allons finir par la connaître par cœur, vu que je suis le 3e à la faire, mais je pense qu'elle le mérite. Ouvrons les guillemets, nous devons élaborer un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettraient en danger les écosystèmes. Ce sont donc les termes exacts par lesquels le président de la République, le pilote de l'avion, a défini la ligne française à Lisbonne en juin. Cette clarté, il faut le dire, a tranché avec la confusion, les ambiguïtés qui jusqu'ici caractérisaient la politique française à l'égard des ressources minérales des fonds marins. C'était ce défaut de lisibilité dont le rapport de notre mission d'information a dressé le juste constat. Notre mission a pointé, d'ailleurs, je cite, un éclatement de la gouvernance entre divers ministères dont aucun ne paraît jouer de véritable rôle fédérateur. La stratégie française se brouillait dans 3 démarches différentes. Celle du rapport Levé qui vient de revoir la stratégie de 2015 sur l'exploration et l'exploitation minière, qui fut, notre rapport de mission l'indique, un échec. La stratégie militaire qui travaille à maîtriser tout ce qui se joue de sensible dans les profondeurs. Enfin, on le sait, la stratégie financière France 2030 qui affecte 310 millions d'euros au spatial et à la mer. Les déclarations présidentielles lors de l'annonce de cette stratégie France 2030 avaient des accents très, très enthousiastes pour l'Eldorado, recelant, je cite, 84% des réserves de nos minerais. On comprend donc que la déclaration de Lisbonne, celle que je citais en ouverture, se positionnant contre l'exploitation minière des océans et en faveur d'un cadre légal international contraignant, est surpris ceux qui avaient jusqu'ici cru comprendre que l'exploitation industrielle des grands fonds était à terme le cap fixé. Notre débat d'aujourd'hui est donc particulièrement bienvenu. Parmi les questions qu'il soulève, celle-ci est centrale. Est-ce que la déclaration du président de la République à Lisbonne se traduira concrètement par des actes pour changer une donne jusqu'ici particulièrement inquiétante. Une donne inquiétante si elle devait déboucher sur la voie conduisant à l'extraction minière, alors que ce que je retiens, moi, comme 3 éléments principaux des auditions de notre mission d'information, d'abord la méconnaissance considérable, ça a été dit, du fonctionnement des écosystèmes des fonds marins, des équilibres fragiles d'absorption du carbone par les océans. Déstabiliser tout cela pourrait avoir de très graves effets. Ensuite, la grande vulnérabilité des écosystèmes profonds, les impacts ravageurs des expérimentations qui ont été menées dans les années 70 ont montré que la restauration de la biodiversité des abysses est terriblement lente. Enfin, 3e élément, une rentabilité économique vraiment pas avérée face à l'extraction terrestre et surtout au potentiel de l'économie circulaire. Rien que l'énergie à déployer pour remonter des matériaux des abysses est particulièrement rédhibitoire. Donc la première mise à l'épreuve de la déclaration de Lisbonne a été en juillet, le Conseil de l'AIFM sur la perspective d'un code minier.
On peut regretter que la France n'ait pas saisi ce moment pour être aussi ferme que le président à Lisbonne. Certains s'attendaient à ce qu'elle renforce les tenants du moratoire. L'échéance de la règle des 2 ans posée par l'État de Nauru approche et déjà de nombreux États s'opposent à l'adoption d'un règlement à horizon juillet 2023. Ils préconisent plutôt une pause dans les négociations pour avoir le temps d'entamer un travail approfondi qui mène vers un cadre juridique solide et protecteur de la biodiversité marine. Il semble que notre pays souhaite gagner du temps dans les négociations qui vont conduire à l'adoption d'un code minier. Le président a évoqué la conférence des Nations Unies sur les océans de 2025 comme étant appropriée. Il serait raisonnable de continuer à pousser en ce sens. Cette fameuse règle des 2 ans constitue aussi un flou juridique qui mériterait une analyse claire. Bien que la France, je le sais, n'interprète pas cette règle comme une obligation pour le Conseil d'approuver provisoirement de manière automatique toute demande déposée à partir de juillet 2023, cette règle constitue une menace à ce jour en ce qu'elle pourrait permettre l'approbation de licences. Monsieur le ministre, ces ambiguïtés qui persistent doivent impérativement être clarifiées pour engager les négociations cruciales à venir. La France, c'est-à-dire tous les services et personnes en charge du sujet, s'oppose-t-elle fermement à l'exploitation minière et s'engage-t-elle à interdire l'exploitation minière dans les eaux territoriales françaises d'abord? La France confirme-t-elle de façon claire son opposition à l'adoption du code minier d'ici juillet 2023 et s'assure à ce titre qu'un travail collectif et robuste soit entrepris? À l'issue du délai des 2 ans, dès juillet 23, la France soutient-elle le principe que toutes les demandes de délivrance de licences provisoires d'exploitation soient fermement rejetées en attendant qu'un cadre réglementaire solide et protecteur des abysses soit adopté? Enfin, je termine, au moment où des problèmes de gouvernance, de transparence de l'AIFM sont mis en lumière, est-il tolérable, par exemple, que son opaque commission LTC autorise dans une procédure très peu démocratique, peu transparente et absolument pas inclusive, la société canadienne TMC d'effectuer des tests dans l'océan pour remonter 3600 tonnes de nodules, excusez du peu? De quelle façon, par quels moyens la France œuvre-t-elle en faveur d'une réforme de l'AIFM? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je crois que vous pouvez rejoindre l'équipe gouvernementale parce que sur toutes les questions, je vous dis oui, oui, oui. C'est ce que nous avons fait depuis plus d'1 an, un travail important à l'AIFM, comme je vous le disais, pour convaincre les pays qu'il faut adopter ce code, qui est un code important pour la préservation de la biodiversité, pour la préservation de la haute mer. Et en même temps, pour répondre très clairement à votre question, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une clarté de dire que la France ne s'engage pas dans la voie et ne souhaite pas l'exploitation. La France s'engage dans la voie de l'exploration, de la connaissance, de la recherche scientifique et marine. Et dans le même temps, nous constatons la nécessité de ne pas laisser les eaux, laisser la haute mer au fond à la privatisation, à une forme de monopolisation pour des activités qui seraient incontrôlées. Et donc, c'est la raison pour laquelle, partout, dans toutes les instances internationales multilatérales, nous nous battons pour faire reconnaître et pour travailler sur un cadre contraignant. Et pour répondre à votre question très clairement aussi sur les actes, entre exploration et exploitation. Acte numéro 1, dans les appels à projets, dans France 2030, il n'y a que des projets pour l'exploration. Aucun, c'est explicite, sur l'exploitation. Deuxièmement, vous l'avez évoqué aussi, la France, en 2022, a modifié son code minier pour justement pas pouvoir engager ces activités, cette entreprise d'exploitation. Donc à la fois, la France l'a dit très clairement, uniquement exploration, nous l'avons acté dans le code minier et nous nous battons à l'international, que ce soit à BBNJ ou au sein de l'AIFM, pour renforcer et pour construire ce cadre légal, parce que l'AIFM est la déclinaison en fait de la conférence de Montego Bay et c'est le cadre légal, en tout cas le cadre que nous avons pour l'instant pour discuter. Merci, monsieur le ministre. 30 secondes, chers collègues. 20 secondes. Oui, j'entends donc vos oui, oui, oui et votre proposition rejoindre l'équipe. J'aurais aimé entendre la même clarté au moment des auditions que nous avons menées dans les mois précédents. J'en suis très content de cette clarté.
Ceci dit, sur la réforme de l'AIFM souhaitée, exprimée par la France, il serait bon de partager ces demandes, nous faire connaître dans quel sens vous souhaitez la réformer. Et sur cette fameuse règle des 2 ans et sur son appréciation, il serait bon aussi que votre gouvernement partage son analyse juridique qui serait, si elle était valide, rassurante. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Michel Dennemont pour le groupe RDPI pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'évocation de cette mission d'information qui a fourni un travail remarquable, je me suis permis à penser au Monde du silence de Louis Malle. En 1956, avec ce deuxième film de l'histoire des prises de vue sous-marines en couleur, nous vivions dans un contexte naïf où le grand public découvrait une courbe d'abondance qu'il croyait inépuisable. Mais entre-temps, passé cet état d'euphorie, nous avons déversé durant des décennies les déchets, des boues d'épuration, les déchets chimiques, industriels, radioactifs ou plastiques. Aujourd'hui, la place de l'océan doit être à la mesure de son rôle dans les équilibres climatiques, environnementaux et socioplanétaires. Comme l'a répété le président de la République en février dernier lors du sommet de Brest, l'océan est la première victime de ce que nous n'avons pas su faire ou mal fait, surexploitation, pollution, acidification qui l'ont mis en danger. Il est donc temps de préserver notre biodiversité et notamment la haute mer, un espace qui commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États. Cet espace nous appartient à tous. Il ne doit pas être une zone de non-droit. Nous ne nions pas que les discussions pour élaborer un texte contraignant visant à sauvegarder cette vaste zone qui couvre près de la moitié de la planète sont difficiles. La ligne d'arrivée est visible. Elle est à portée de signature, mais elle s'est encore évanouie le 26 août dernier à l'issue de 15 jours de tractations difficiles au sein des Nations Unies. Parmi les sujets les plus débattus, la répartition des bénéfices possibles issus de l'exploitation des ressources de haute mer ou industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques, espérant découvrir des molécules miraculeuses. Dans le même temps, nous apprenons qu'une société canadienne testera dans la zone de Clipperton, espace si cher à notre collègue Philippe Folliot, un système composé d'un prototype de collecteur de nodules au fond de la mer. Le risque ici, c'est de faire remonter des sédiments et entraîner une perte de la biodiversité et menacer des puits de carbone essentiels et remettre en cause les pêcheries internationales de thon et d'autres espèces. Le temps presse. Aussi, le président de la République souhaite mettre en place un cadre légal pour arrêter l'exploitation minière des grands fonds marins en haute mer. On doit donc continuer à s'activer pour faire entendre cette voix: protection de la biodiversité marine, protection des océans, lutte contre le dérèglement climatique et capture du carbone. Nous savons que cette ligne n'est pas partagée. Outre certaines grandes puissances économiques, c'est toute une sphère privée qui s'est engagée dans une course au fond marin. Mais il n'y a aucune honte à défendre la sobriété énergétique plutôt que de l'épuisement de nos ressources. Le réchauffement climatique, et en particulier le phénomène El Niño, a entraîné des blanchissements massifs des coraux, particulièrement dans l'océan Indien, au Japon et dans les Caraïbes. En tout, la planète a perdu 14% de ses coraux entre 2009 et 2018. Le rapport de mission de Jean-Louis Levet nous le rappelle. L'océan constitue la principale source de protéines pour 3 milliards d'êtres humains et fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons, représente l'un des principaux réservoirs de la biodiversité dans le monde. Notre devoir est donc de le préserver. Cette mise en garde ne doit pas occulter notre besoin de connaissances. La mission d'information le souligne d'ailleurs très bien. Si 100% des fonds marins ont été cartographiés par satellite, la résolution obtenue par ce moyen, inadapté aux fonds marins, est de l'ordre du kilomètre, voire de la dizaine de kilomètres, ce qui est évidemment insuffisant pour de l'exploration fine. Dit autrement, il n'est pas logique qu'on puisse faire des projets pour atteindre Mars, la Lune ou faire des missions spatiales prometteuses, mais qu'on néglige nos fonds marins.
À l'instar des missions réalisées par Cousteau, qui nous a permis de découvrir la féerie de l'or bleu, nous devons poursuivre nos recherches en direction de cet horizon sans lumière, encore si nébuleux. Ainsi, le gouvernement a constitué un comité de pilotage ministériel. Celui-ci s'est réuni à plusieurs reprises. La première session s'est tenue sous la présidence des ministres en charge de la mer, de l'industrie et de la recherche en février 2022. Le fil directeur de ce comité est la mobilisation de crédits publics pour des appels d'offres encourageant l'exploration des fonds marins en étroite association avec la communauté scientifique. La dynamique est enclenchée, nous devons la poursuivre. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer le but de ce comité? Va-t-il être réuni à nouveau? Participe-t-il de la volonté de la France d'accroître ses connaissances scientifiques sur les grands fonds marins? Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, d'abord, je partage ce que vous avez parfaitement explicité sur le fait de retrouver, au fond, le fil de l'aventure maritime, susciter des vocations et puis faire naître partout sur nos territoires, notamment à La Réunion, des futurs scientifiques, des futurs chercheurs, des explorateurs qui vont contribuer à mieux connaître nos océans. Pour répondre très précisément à votre question, vous avez raison, ce qui me permet de peut-être clarifier la gouvernance aussi de ces enjeux de grands fonds marins. J'ai réuni avec le ministre de l'Industrie, le ministre de la Recherche, l'enseignement supérieur, un comité de pilotage des grands fonds marins. Il avait comme objectif à la fois de faire le point sur la mission numéro 1, mission qui a eu lieu à Mayotte, et puis surtout de lancer l'appel à projet de 25 millions d'euros sur les grands fonds marins. Je vais ici expliciter quelle était la nature et quelle sera la nature de cet appel à projet de 25 millions d'euros. C'est pour financer des projets de recherche, de développement, pour construire des équipements, des drones, des navires, et notamment travailler sur leur autonomie. Et donc il s'agira, avec cet appel à projet de 25 millions d'euros, de développer des sous-systèmes, des capteurs, des composantes adaptés à ce milieu marin, mais aussi des logiciels et des traitements de données. Nous avons, à l'occasion aussi de ce comité de pilotage de grands fonds marins, annoncé un programme d'équipements prioritaires de recherche, comme des drones, et 4 missions exploratoires scientifiques sont prévues, de cartographie, d'analyse de l'activité sismique du volcan de Mayotte, d'un drone scientifique et d'un robot d'intervention. Vous le voyez, ce comité de pilotage de l'objectif numéro 10 de France 2030 avait un triple objectif. D'abord, réunir toutes les parties prenantes, tous les ministères, des ambassadeurs, ils sont au nombre de 6, tous les acteurs de cette belle mission. Deuxièmement, faire le point, tirer les leçons de ce qui a été fait depuis déjà quelques années, et puis de redire qu'il faut donner à la France, aux chercheurs, aux scientifiques, à tous nos organismes de recherche, comme notamment le CNRS ou l'IFREMER, les moyens de faire de la France une puissance scientifique. Et donc le prochain se réunira au début de l'année prochaine pour continuer à faire le point et continuer à porter cette dynamique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Angèle Préville pour le groupe socialiste écologiste républicain pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la mission, mes chers collègues. L'humanité a dépassé les limites de la capacité de charge de la planète et s'aventure toujours plus loin en territoire non durable. Voilà ce que dit aujourd'hui dans le journal Libération Jørgen Randers, professeur émérite de stratégie climatique à Oslo, un des auteurs du fameux rapport Meadows. Ce rapport intitulé « Les limites de la croissance », publié en 1972, il y a 50 ans déjà, alors que nous commençons tout juste à agir, dressait le constat alarmant de la croissance exponentielle physique dans un monde fini. En effet, la quantité de ressources naturelles utilisées par personne et par an dans le monde est toujours en croissance. Et c'est ce que j'appelle la croissance physique. De fait, 6 des 9 limites planétaires ont déjà été dépassées. Nous habitons un monde qui se dégrade sans cesse. Allons-nous refaire les mêmes erreurs dans les abysses comme nous l'avons fait sur les terres, car une extraction ne peut se faire sans dommage collatéral. L'exploitation impacte forcément l'environnement et présente des risques non négligeables pour les êtres vivants habitant les profondeurs. Coraux d'eau froide, crabes yétis, vers tubicoles, anémones transparentes, ce sont des écosystèmes uniques plongés dans l'obscurité où l'on trouve ces espèces endémiques.
Les abysses abritent ainsi une grande diversité biologique que nous ne faisons qu'entrevoir et qui promet de superbes découvertes. Mais notre mode de vie implique une consommation de plus en plus forte de métaux et de terres rares et induit une utilisation importante d'appareils numériques, de véhicules électriques. Le développement indispensable des énergies renouvelables face aux défis énergétiques va nécessiter une consommation accrue de ces ressources. Face à ces deux enjeux contradictoires, préserver et produire, une sensibilisation du grand public devient une nécessité afin d'atténuer la pression qui s'exerce sur la recherche de nouveaux gisements. Et justement, les grands fonds océaniques sont riches en ressources minérales et l'état actuel du monde nous montre bien la nécessité d'être plus indépendants puisqu'aujourd'hui la majorité des métaux viennent de Chine. 3 types de minéralisation sont connus à ce jour: nodules polymétalliques, encroûtements cobaltifères et amas sulfurés. Toutes ces richesses suscitent de plus en plus de convoitises. C'est pourquoi l'autorité internationale des fonds marins doit être confortée avec plus de transparence dans sa gouvernance, mais surtout dans son rôle de contrôle pour la préservation des écosystèmes. Actuellement, seulement 1%, cela a déjà été dit, de la haute mer fait l'objet d'une protection juridique et il faudra aller plus loin car c'est un bien commun. Sur notre continent, des pays comme la Norvège, que nous avons visité avec la mission, ont légiféré pour autoriser, dans un avenir proche, l'exploitation des grands fonds marins. Cette exploitation industrielle et extraction de minerais sera une nouvelle atteinte aux vivants. Destruction du milieu, habitat et faune, mise en suspension de sédiments et de particules métalliques, vibrations provoquant des impacts acoustiques, perturbations lumineuses puisqu'on est dans des zones de grande obscurité. Ce que je viens de mentionner constituera à minima l'impact des extractions minières. Or, l'océan produit plus de la moitié du dioxygène de l'air, fixe le carbone et constitue d'ailleurs un prodigieux puits de carbone, et cela uniquement grâce aux vivants qui s'y trouvent. Or, le vivant y est menacé par le réchauffement, vous le savez, les pollutions diverses et variées, chimiques, plastiques, sonores, qui sont provoquées par l'homme. À titre d'exemple, lorsque nous faisons un prélèvement scientifique en milieu marin, on peut en voir les traces des années plus tard. Ce qui est détruit ne se reconstituera pas avant des dizaines d'années, car ces écosystèmes se régénèrent bien moins vite que sur Terre. Pour autant, la recherche doit être soutenue et encouragée. La France doit se doter, comme le souligne le rapport, d'une filière scientifique marine de premier plan, puisque nous disposons du 2e domaine maritime mondial. Cela est valable pour l'Ifremer, et dont il faut accroître les moyens, mais aussi pour le CNRS, dans lequel 2000 scientifiques travaillent sur le monde marin, et bien sûr le CHOM. En effet, nous devons avoir les moyens de garantir notre souveraineté et la sûreté de nos données numériques qui transitent par les câbles sous-marins, sans compter que nos territoires d'outre-mer ne sont parfois reliés que par un câble. Face aux risques géopolitiques, nous devons maintenir, voire même renforcer les capacités françaises d'intervention dans les grands fonds. La découverte des abysses soulève le voile sur un monde fabuleux, emblématique de ce qu'est la beauté du monde, foisonnante, inattendue et pour finir magnifique. Il paraît que chaque prélèvement révèle des dizaines d'espèces nouvelles. Le seul fait de savoir cela est d'une certaine manière réconfortant. La France sera-t-elle active à l'international pour œuvrer à la préservation de la haute mer en particulier? Je remercie le rapporteur et le président pour cette mission très riche et le formidable travail accompli. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, dans votre intervention, vous avez dit beaucoup de choses sur beaucoup de plans et d'autres choses que j'ai déjà indiquées, donc je vais éviter de me répéter vu l'heure tardive. Enfin, peut-être que pour les débats parlementaires, c'est quasiment tôt. Vous dire peut-être sur 3 sujets que vous avez abordés, qui sont nouveaux dans le débat, qui sont pour moi essentiels, et je crois pour nous ici aussi. Le premier sur la sensibilisation de nos concitoyens, notamment des plus jeunes publics. C'est un enjeu important, à la fois pour continuer à avoir un élan collectif sur une plus grande protection de nos océans, de la biodiversité marine. Je le crois aussi pour attirer un certain nombre de jeunes dans les métiers de la mer, et de dire que les métiers de la mer sont parfois méconnus, mal connus, font l'objet au fond d'une vision dépassée, et qu'il y a là une pluralité, une pluridisciplinarité, que ce soit géologie, océanographie, économie aussi, l'enjeu entre le littoral et la mer, l'enjeu bien évidemment d'arriver
à connecter tout ça avec les nouveaux enjeux de câbles sous-marins, de surveillance, de protection et d'autonomie stratégique, et donc la sensibilisation des publics les plus jeunes en fonction aussi de ce qu'est la réalité des territoires. On ne parle pas de la mer de la même manière dans un territoire que vous connaissez bien, qui connaît très bien ces enjeux, et dans un autre où l'accès à la mer est quand même beaucoup plus éloigné. Et donc c'est pour cela que dans le cadre de France 2030, nous avons financé une mission au milieu de l'Atlantique. C'est un tournage qui a été réalisé avec des journalistes, des documentaristes, qui justement a pour but de vulgariser ces enjeux, de mieux les faire comprendre, pour que chacun comprenne aussi les enjeux de la consommation que l'on fait au quotidien, notamment dans tous les outils électriques, électroniques, et de dire que dans chacun de nos téléphones portables, dans chacun de nos objets, qui nous permettent parfois de voir des magnifiques images de l'océan en l'espace de 2 clics ou de 2 sweeps, eh bien, ça a un impact sur les océans, ça a un impact sur la biodiversité, et à un moment donné, ça a été cherché, ça fait l'objet d'une exploitation, et donc il faut qu'on soit particulièrement vigilant pour être sobre, pour réduire et pour éviter d'avoir un impact sur la biodiversité marine. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Pas de réplique. La parole est à Madame Nassima Dindar pour le groupe Union Centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, parler des grands fonds marins en France et pour la France reste ce soir une grande question, alors même qu'une bonne politique de protection et d'exploitation de notre potentiel maritime pourrait être pour notre nation une solution. Mes collègues rapporteurs Michel Canevet et Eva Rohfritsch ne s'y trompent pas dans leur rapport d'information dont nous débattons ce soir, quand ils parlent de faux départ depuis de nombreuses années, pas le vôtre, puisque je pense que vous prenez un très bon départ, Monsieur le Ministre, en vous écoutant depuis tout à l'heure, de faux départ ou de gouvernance éclatée, entravant la dynamique nécessaire à une vision politique des fonds marins en France. Car il est toujours utile de préciser que la France est la 2e puissance maritime mondiale après les États-Unis, on l'a dit avant moi. Comme il est toujours utile de préciser et de rappeler que 97,5% de notre ZEE sont liés aux Outre-mer et restent pourtant dans l'ombre des collectivités territoriales que nous sommes, à La Réunion, à Mayotte, la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou même de la Guyane. Il est toujours utile de rappeler que le potentiel économique et géopolitique de nos îles éparses dans l'India-Océanie est important grâce à la ZEE dont dispose la France dans le canal de Mozambique à proximité de l'Afrique. Les 20 recommandations émises par mes collègues donnent donc un nouvel élan à la stratégie nationale telle que souhaitée par de nombreuses autorités auditionnées, et ces propositions vont dans le bon sens. Je me permettrai seulement d'en souligner 2 principales. Écosystème à préserver, a dit mon collègue, a souligné les autres collègues. Sur le volet de la préservation, je crois que nous avons beaucoup avancé dans nos îles éparses. Nous avons même sanctuarisé les terres jusqu'à abattre 16 000 vaches sur les îles Saint-Paul et Amsterdam. Et il est question aujourd'hui d'abattre les rennes qui peuplent les îles Kerguelen. J'ai donc envie de vous dire ce soir que nous pouvons continuer à gérer de façon durable la faune et la flore de ces régions sans devenir des ayatollahs de l'écologie. Et cela vaut pour les fonds marins également. Car il nous faut allier la présence humaine et la préservation de l'environnement dans nos îles vierges. J'ai presque envie de dire ces îles vierges de l'océan Indien, je parle des îles éparses bien évidemment, vous l'aurez compris, qui restent des territoires d'expérimentation particulièrement pertinents. Une autre région maritime de la France à côté de la Bretagne, chers collègues. L'information donc avec la population environnante, avec les élus, avec les collectivités territoriales, reste primordiale au cœur d'une mobilisation intelligente et partagée qui faciliterait l'acceptabilité sociale des populations impactées. Aussi, nombreux sont les élus qui demandent une coordination entre, par exemple, La Réunion et Mayotte sur une vision partagée des fonds marins en matière environnementale comme en matière économique et au-delà au niveau de la COI. Quand on parle de la COI, je crois qu'il nous faut aussi, quand on aborde ce sujet, aborder celui de la coopération régionale avec les pays voisins, les pays de la COI, avec également la grande île qu'est Madagascar.
S'agissant des énergies marines, un centre de recherche existe aujourd'hui à La Réunion. Les travaux sont menés par l'IFREMER, l'IRD, mais quel partage pour assurer l'implication des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, et je pense également aux communes littorales qui sont nombreuses sur nos îles. En clair, vous l'aurez compris, les ressources de l'océan profond, leur utilisation durable au service d'une prospérité commune, ainsi que l'implication de toute partie prenante dans les choix éventuels en matière d'exploration ou d'exploitation des grands fonds marins, ne doit pas se décider en vase clos, mais de manière concertée et élargie. Je pense que la France y prend vraiment le bon chemin, et principalement au niveau des recherches, en lien avec l'ensemble des Outre-mer, mais aussi les pays limitrophes. Je pense par exemple à l'Australie, dans le domaine des géosciences marines. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais attirer l'attention du ministre est celui de l'état de la flotte outre-mer et la dotation en drones sous-marins, mais vous avez quasiment répondu à la question. Le rapport note la nécessité d'acquérir des patrouilleurs grands fonds en lien avec l'industrie française. Là-dessus, vous nous avez aussi livré que d'ici 2025, nous aurons 6 patrouilleurs, dont 2 à La Réunion, et je m'en réjouis. Je pense que je peux et que nous pouvons compter sur votre implication, en tous les cas au ministère de la Mer. Les Outre-mer attendent beaucoup de votre travail en lien avec nous-mêmes. En vous remerciant. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, merci beaucoup. Vous avez là aussi dit beaucoup de choses, à la fois sur la stratégie puis la nécessité d'impliquer. C'est à la fois la vision et puis la méthode. D'abord, vous dire, et là, nous devons reconnaître, en tout cas le gouvernement doit reconnaître qu'on doit aller beaucoup plus loin sur la stratégie que vous avez évoquée, Indo-Océanie. C'est bien comme ça que nous devons dire. On a fait depuis 5 ans un travail, je crois, approfondi en lien avec les différentes collectivités locales sur la stratégie Indo-Pacifique. Je crois que nous devons entamer et faire le même travail sur la stratégie Indo-Océanie en lien bien évidemment avec tous les autres territoires, tous les autres pays, et donc je vous invite là aussi à travailler avec nous. En tout cas, nous nous y impliquerons pour faire en sorte de développer une stratégie et une vision. Ensuite, vous avez parlé au fond de la force des territoires pour réfléchir à tous ces enjeux de valorisation, ces enjeux aussi de souveraineté alimentaire, puisque quand vous êtes à La Réunion, l'océan est aussi un enjeu fondamental pour l'autonomie alimentaire, et donc la nécessité, la capacité aussi à moderniser la flotte. Je sais que c'est quelque chose que vous portez, que nous allons continuer de porter avec notamment le ministre des Outre-mer. Et donc l'invitation que je vous fais, la proposition, c'est dans le cadre de ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur la planification des grands fonds marins, eh bien de puiser dans la force de ces territoires, dans les spécificités et sur votre connaissance aussi de cet espace pour à la fois travailler sur la valorisation, sur la protection, sur la parfois sanctuarisation et puis sur la déclinaison d'une coopération régionale. Vous parliez on peut parler du Mozambique, on peut parler bien évidemment des États de la COI, et donc on va entamer ce travail dans le cadre aussi du Conseil national de la mer et du littoral, et on va aboutir de manière, je crois, raisonnable, c'est-à-dire d'ici l'été 2023, à cette stratégie qui se basera sur la force des territoires comme celui de La Réunion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la mission d'information, Monsieur le rapporteur, mes premiers mots seront bien évidemment pour notre collègue Teva Rohfritsch, qui a été rapporteur de ce travail sur une meilleure maîtrise des fonds marins dont l'importance n'est plus à démontrer. Je crois que les événements récents sur Nord Stream nous rappellent que les fonds marins, c'est le lieu du transport des hydrocarbures. C'est aussi le lieu où 98% des échanges numériques et des informations numériques circulent. Et puis, c'est aussi le lieu où peuvent se trouver les minerais, les métaux, dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre industrie notamment. C'est évidemment sur ce sujet que notre rapport s'est attardé, et c'est aussi sur ce sujet que je m'attarderai. Cette question particulière, évidemment, se heurte à plusieurs obstacles qui ont été tous révélés par ce rapport d'information. Le premier, bien sûr, c'est celui de la connaissance. La biodiversité n'est connue qu'à hauteur de 5% dans ces fonds marins, et si cela ne doit pas être un obstacle total à leur exploitation, il faut être évidemment vigilant, et nous ne pouvons pas exploiter sans mieux connaître cette biodiversité. Nous ne pouvons pas non plus exploiter sans mieux connaître
ces fonds eux-mêmes, les connaissances bathymétriques portent sur 2 à 5% du plancher océanique. Et à la vitesse à laquelle nous allons, eh bien, il nous faudrait 3500 ans pour les connaître totalement. Il est donc nécessaire de se doter des moyens suffisants. Certains ont été très largement précisés par mes prédécesseurs et je n'y reviens pas. Mais il s'agit bien sûr des moyens à nos organismes publics. Je pense à l'IFREMER, au CNRS, au CHUM, bien sûr, au BRGM, à l'IDR également. Mais il s'agit également de nos entreprises privées qui ont un rôle à jouer, qui sont nombreuses, mais qui manquent un peu de leadership et qui manquent surtout de visibilité politique, il faut le dire. J'ai bien entendu, Monsieur le ministre, que vous indiquiez à quel point le président de la République était impliqué. Mais notre rapport a révélé qu'il n'y avait pas moins de 8 ministères qui étaient en charge de ces stratégies. 8 ministères dont aucun n'a un véritable leadership, en tout cas pas le ministère de la Mer, malheureusement, nous l'aurions souhaité. Nous avons à côté de ces ministères le secrétariat général de la mer, effectivement, et vous nous indiquerez en quoi la nomination de Didier Lallement est un signe positif pour cette stratégie maritime. Mais je devrais dire pour ces stratégies maritimes, car en réalité, cohabitent plusieurs stratégies, ce qui a été aussi révélé par le rapport. Bien sûr, le plan d'investissement France 2030, mais également les CIMER, les comités interministériels de la mer, et la stratégie des fonds marins également du ministère des Armées, dont on a eu quelques difficultés à comprendre comment ils s'interpénétraient, de la même façon qu'on a eu quelques difficultés à comprendre si les financements se cumulaient, ne se cumulaient pas, mais vous nous avez donné un chiffre tout à l'heure. Et au-delà de cette volonté politique, mais ça s'inscrit aussi dans la volonté politique, il a été rappelé que 97% de notre zone économique exclusive se situe dans les territoires ultramarins. Et les auditions auxquelles nous avons procédé des élus ultramarins ont toutes révélé à quel point ils ont eu le sentiment, et ce n'était pas qu'un sentiment à vrai dire, à quel point ils n'ont pas été concertés en aucune façon sur ce qui se passait sur leur territoire. Et alors que, on l'a indiqué tout à l'heure, culturellement, eh bien, la mer peut confiner au sacré dans certains territoires. Il ne paraît pas envisageable de travailler sans eux, mais je crois que vous l'avez parfaitement saisi, Monsieur le ministre. Voilà donc quels sont les obstacles, quels sont les enjeux, et ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de trouver au fond de la mer des minerais dont nous manquerions sur Terre, car aussi le rapport a révélé que plus nous avons besoin des minerais et plus nous en trouvons sur Terre. La situation n'est pas celle-là. L'enjeu est véritablement celui de la souveraineté sur des territoires et dans des domaines où nos compétiteurs sont nombreux et sont agressifs. Il ne suffit pas de détenir une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, encore faut-il avoir la volonté de refaire de la France une grande puissance maritime, et je crois que nous avons tous les atouts pour cela. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, merci beaucoup de votre intervention qui me permet de clarifier un certain nombre de choses, notamment sur la question de la gouvernance. Et je souscris pleinement à vos propos sur la nécessité, au fond, de faire de la France, de continuer à faire de la France une puissance maritime qui ne s'arrête pas simplement à l'enjeu de l'espace, de la délimitation, qui est d'abord un enjeu aussi de puissance économique, de puissance militaire et de puissance scientifique, comme je l'ai rappelé. Le cadre et, au fond, la gouvernance, elle est très claire. Je vais essayer ici de l'expliciter. La mer, c'est un espace. Et donc, étant donné que c'est un espace, il y a plusieurs activités qui s'y jouent. Et donc, il y a plusieurs secteurs et donc il y a plusieurs ministères. Et c'est la raison pour laquelle nous avons avancé, ou en tout cas nous avons déterminé que la meilleure manière de prendre en compte cette interministérialité de la mer et de faire des enjeux maritimes un enjeu écologique, un enjeu stratégique et aussi un enjeu de souveraineté, c'était de le placer auprès de la Première ministre. Et donc, il y a le CIMER, qui est un cadre politique, le comité interministériel de la mer, qui est présidé par la Première ministre, où se font les grandes orientations de la politique de la mer. Ensuite, il y a une déclinaison politique, c'est votre serviteur, le secrétaire d'État à la mer, qui coordonne politiquement tout ce qui se passe sur la mer. C'est ce qu'on devra faire sur la planification maritime pour les énergies marines renouvelables, qu'on doit faire en lien avec, bien évidemment, le ministère des Armées, qu'on doit faire en lien avec le monde de la pêche. Et donc, sur les enjeux que vous évoquez dans le cadre de la stratégie, il y a une instance
qui s'appelle le Conseil national de la mer et du littoral, qui est au fond le Parlement de la mer, qui regroupe des parlementaires, qui regroupe des usagers, qui regroupe des associations, et qui, là aussi, est placé sous l'autorité du secrétaire d'État de la mer, et qui a comme objectif de faire cette coordination. Et puis, il y a à côté le secrétariat général de la mer, qui là fait la coordination administrative, pas l'animation politique, pas l'impulsion politique. Et donc, vous voyez, c'est clair, il y a le CIMER, il y a le secrétaire d'État à la mer, et il y a pour la partie administrative et la déclinaison partout sur les territoires en lien avec les préfets et les préfets maritimes, le secrétaire général à la mer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à... Il n'y a pas de réplique? Si. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Mon propos sera bref. Je ne suis pas sûre que vos explications aient apporté beaucoup de clarté. Elles ont en tout cas démontré qu'il y a beaucoup d'acteurs et qu'on peine à comprendre malheureusement quelle est leur articulation réelle. Merci. Monsieur Jean-Michel Houllegatte pour le groupe socialiste écologiste républicain pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme de nombreux orateurs précédents l'ont mentionné, les océans présentent des potentiels inégalés dans le domaine nutritionnel, pharmacologique, énergétique, minier. Certains s'emploient à dire que la vie serait issue des océans et qu'aujourd'hui notre survie en dépendrait pourvu que nous sachions exploiter ces ressources de façon raisonnée. Ils font aussi l'objet d'enjeux stratégiques et géopolitiques et les conflits terrestres trouvent désormais leur prolongation dans les fonds marins. Le rapport qui sert de base au débat de ce soir insiste sur la nécessité d'une cohérence dans la stratégie et d'une coordination des actions. Mais au-delà de la gouvernance se pose la question de savoir si la France a l'ambition de devenir une grande nation maritime. Elle devra, comme le mentionne Christian Buchet, s'affranchir de son passé qui constituait à vouloir desserrer la mâchoire de fer de Charles Quint et à se tourner vers l'Est, donc vers la Terre. L'exposition Miroir du monde, que l'on peut admirer en ce moment au musée du Luxembourg, témoigne que la connaissance et la puissance ont dépendu de la maîtrise des mers et de l'organisation des circuits logistiques, comme l'ont fait les Portugais, les Hollandais, les Anglais et aujourd'hui les Chinois. Affirmer une vocation maritime, c'est impulser une identité maritime qui passe par la sensibilisation, l'éducation, la vulgarisation scientifique et technique, la constitution d'un réseau de formation et de recherche, la création d'un pôle d'excellence permettant de structurer une filière industrielle dont l'amorçage ne pourra être effectué, comme le souligne le rapport, dans un premier temps que par la commande publique. Je voudrais souligner les efforts des villes et des régions qui aujourd'hui en France ont lancé de nombreuses initiatives. Ainsi, à Cherbourg, de l'autre côté du Couesnon, en Normandie, qui elle a 5 départements, la Cité de la Mer, qui vient d'être élue monument préféré des Français 2022, accueille en cette fin de semaine un cycle événementiel dénommé Grands Océans, et cela organisé par Sciences et Avenir et les Échos. Alors, Monsieur le Ministre, au moment où la récente nomination du secrétaire général de la mer nous interroge, quelle est votre feuille de route? Quelles seront les prochaines actions que vous impulserez pour structurer une véritable filière océanique? Sur le plan international, l'exploration et l'exploitation des fonds marins prennent l'allure d'une ruée vers l'or bleu, et cela au détriment de la préservation de l'environnement. Ainsi, au-delà des recommandations du rapport, le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat insiste sur la nécessité de soutenir une initiative diplomatique visant à promouvoir au niveau international un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, n'excluant pas la possibilité d'interventions pour l'exploration qui devront être néanmoins codifiées afin de ne pas détruire les écosystèmes. De mettre en place des sanctuaires des profondeurs afin de délimiter des zones qui seraient totalement protégées et qui pourraient être reliées entre elles par des corridors biologiques sous-marins. Il est à noter que cette proposition figure dans l'étude « Les grands fonds marins, quel choix stratégique pour l'avenir de l'humanité » réalisée par la Fondation de la mer en 2022. Et enfin, de refondre complètement l'autorité internationale des fonds marins et notamment réviser son mode de financement, basé actuellement sur une taxe perçue sur l'exploitation, qui positionne de ce fait l'autorité dans une situation ambiguë. Cette refonte doit aussi permettre à l'autorité de contrôler et de sanctionner les pays et les acteurs qui contreviendraient aux obligations
de protection de la biodiversité. Alors, Monsieur le Ministre, le gouvernement partage-t-il l'analyse de refonder l'AIFM, son mode de financement, et de lui donner un pouvoir de contrôle et de sanction? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, merci de toutes ces questions très vastes qui vont des objectifs politiques jusqu'à la question de l'AIFM. Pour répondre très rapidement et le plus concrètement possible. D'abord, l'objectif de ce secrétariat d'État, la feuille de route qui m'a été donnée, tourne autour de 3 objectifs. Le premier, la protection des océans et de la biodiversité marine, à la fois sur le territoire, mais aussi à l'international. C'est tout l'objet de ce que l'on porte aussi dans le cadre de BBNJ. Deuxièmement, c'est développer l'économie maritime partout sur nos territoires, lancer la décarbonation de ce secteur, notamment les ports et les navires, et soutenir notre modèle de pêche, qui est un modèle de pêche très divers, que ça va de la Méditerranée jusqu'à la Manche. Et puis le troisième enjeu, le troisième objectif, c'est de planifier, de lancer ce grand exercice de planification de l'espace maritime, parce qu'on le voit bien, la mer est un objet au fond où se multiplient les usages, où il y a une densification et une multiplication, et entre les énergies marines renouvelables, entre les pêcheurs ou encore dans les activités plutôt touristiques, il y a besoin d'avoir cette planification. Et donc, sur le deuxième point, le point que vous m'avez interrogé sur la planification et la sanctuarisation, pardon. C'est cet exercice de planification qui va nous permettre, là, de répondre à l'objectif qui a été proposé par la Fondation de la mer de la sanctuarisation. Et dans la stratégie nationale de biodiversité, nous pouvons aller vers cette sanctuarisation. J'y suis favorable, le gouvernement est favorable à avancer et on aura besoin de ce cadre de planification en lien avec les territoires. Et puis sur le dernier point, le troisième, qui est celui de l'AIFM, oui, nous sommes favorables à une réforme du financement de l'AIFM. Nous sommes favorables à, au fond, adapter l'organisation, le cadre de l'AIFM aux nouveaux enjeux et aux nouvelles demandes, à la réalité qui est celui de protéger les fonds marins, d'avoir un cadre international qui permette de protéger nos océans. Et donc, nous allons avancer. Nous aurons besoin des débats parlementaires pour continuer d'avancer, mais je sais que vous y êtes prêts, comme le rapporteur, comme les différents orateurs qui étaient ici avant vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pas de réplique. La parole est à Monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. J'avais un doute. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, d'abord, je veux saluer ici l'initiative du groupe RDPI et l'organisation de ce débat qui nous permet effectivement de mettre en exergue la situation de notre pays du point de vue maritime. L'espace maritime de la France, dans les domaines économiques, mais aussi militaires, est un élément constitutif fort de notre capacité d'influence et plus largement de sa puissance. Cette mission d'information nous rappelle fort à propos que notre zone économique exclusive est source d'immenses richesses qu'il nous faut protéger. Protéger pour une raison économique, puisque la quasi-totalité de nos échanges transite par des voies maritimes et la totalité ou presque de nos données Internet passe par des câbles sous-marins, dont nous prenons conscience depuis quelque temps combien notre sécurité en dépend. Interrompez ces flux et notre vie individuelle et collective en sera complètement bouleversée et désorganisée. Cet impératif met en exergue le rôle premier de protection et de sécurisation de notre marine nationale que je tiens ici à saluer. De manière plus générale, l'approche maritime de notre puissance est donc essentielle pour des raisons multiples. C'est pourquoi les orientations stratégiques et les capacités de les respecter sont particulièrement importantes pour peu que nous voulions conserver une capacité de puissance à l'échelle de la planète ou tout au moins conforter notre rôle, notre position de puissance régionale de premier plan. Car ces dernières années, un certain nombre de signes nous laissent penser que notre zone d'influence a eu tendance à se réduire au regard de celle d'autres grandes puissances maritimes. C'est d'autant plus dommageable que nous disposons de ressources considérables. Je pense bien évidemment aux grands fonds marins. Certes, ils ont figuré dans le plan d'investissement France 2030. Or, cette mission d'information nous rappelle combien les enjeux ont été parfois insuffisamment partagés. Pourquoi ainsi se limiter à quelques experts sous la houlette de l'État pour fixer les grandes orientations et les moyens adéquats? Nos rapporteurs ont bien souligné combien nous avions besoin d'un pilotage clair et élargi. C'est pourquoi, par exemple, la désignation d'un délégué interministériel aux fonds marins en charge d'animer la politique des fonds marins et de coordonner l'action des différents ministères et les acteurs scientifiques est véritablement nécessaire.
De même, le rapporteur appelle de ses vœux, à juste titre, la création d'un ministère de la mer de plein exercice pour mettre en œuvre la politique maritime française, à commencer par les grands fonds marins, mais aussi la pêche et l'aquaculture. Enfin, pourquoi ne pas impliquer le Parlement en désignant un représentant de chaque assemblée au sein du comité de pilotage de la stratégie et y associer les délégations parlementaires aux Outre-mer ainsi que les exécutifs ultramarins. Enfin, nous comptons sur vous pour que l'on dispose de l'ensemble des connaissances préalables avant toute décision de prospection et d'exploitation des ressources minières des fonds marins. Elle constitue une option sans nul doute stratégique, mais c'est à bon droit que les rapporteurs ont indiqué combien nous avons besoin de connaissances scientifiques approfondies qui font aujourd'hui parfois défaut sur les grands fonds et leur écosystème. Alors, Monsieur le Ministre, pour éviter toute procrastination, faites-en en sorte d'écouter le Sénat au moment où tant d'autres puissances maritimes convoitent de manière de moins en moins voilée ces espaces. Nous avons des échos de ce qui se passe dans le Pacifique qui ne peuvent que nous inquiéter à cet égard, où l'implication des États-Unis, où les manœuvres de la Chine sont de moins en moins feutrées. Il est véritablement temps de réagir. Ce travail d'approfondissement de nos connaissances et d'élargissement des partenariats avec les parties prenantes, qu'ils soient les chercheurs, associations, élus ou entreprises, est véritablement une étape préalable avant de considérer l'opportunité de poursuivre ou non l'objectif d'une exploration en vue d'une exploitation industrielle de nos fonds marins. Voilà, Monsieur le Ministre, les conditions et l'étape indispensable pour donner, j'espère, un nouveau départ à la stratégie nationale pour les grands fonds marins. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Ma présence ici et le débat que nous avons eu, je crois que vous êtes le dernier orateur, qui est un débat riche, montre à quel point le gouvernement non seulement écoute, mais va faire sienne un certain nombre de propositions. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur l'implication des élus des territoires ultramarins, sur cette nécessité, comme vous l'avez évoqué, d'avoir une planification stratégique, notamment avec des objectifs de sanctuarisation, ou encore de renforcer l'interministérialité, de renforcer la cohérence, la convergence des différentes stratégies. Et donc, nous allons vous écouter. Nous avons écouté sur, par exemple, l'enjeu de mieux prendre en compte ce qui a été dit et ce qui est dit par les parlementaires. C'est pour ça que j'ai relancé dès la semaine dernière le Conseil national de la mer et du littoral. J'insiste parce que c'est le Parlement. Vous avez évoqué tout à l'heure tous les acteurs. C'est là où se réunissent tous les acteurs. C'est là où on définit la stratégie. C'est là où on fait l'évaluation. C'est là où se place la concertation. Alors peut-être qu'il n'est pas assez connu. En tout cas, il est très utile. C'est, il me semble, en plus, quelque chose qui a été porté au moment du Grenelle de la mer par tous les acteurs. Et donc je veux vraiment en faire le lieu où tous les acteurs se rassemblent, discutent et surtout avancent et co-construisent. Et puis, au Parlement, je crois qu'ici, au Sénat, le fait que vous ayez ce débat, qu'on continuera à avoir ce débat, je me tiens à votre disposition pour continuer d'avancer à la fois sur les investissements, travailler sur la déclinisation territoire par territoire, et puis travailler sur les moyens que l'on doit se donner dans le cadre notamment du PLF pour le CNRS, pour l'IFREMER, pour l'IRD ou encore pour la flotte océanographique française. Et puis, nous allons vous écouter sur l'enjeu, au fond, d'avoir une personne qui continue pas simplement de coordonner, mais d'être dans la déclinaison et dans l'écriture territoire par territoire de ce qui est fait. Et c'est pour ça que j'ai proposé la création au sein de mon ministère de ce poste de coordinateur de la planification des grands fonds marins qui fera ce travail avec tous les ministères et qui aura pour notamment rôle principal, ou en tout cas pour une des missions principales, d'écouter ce que dit le Parlement, d'écouter ce que dit le Sénat et ensuite de le décliner en actions très concrètes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pas de réplique ? Alors, Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour 5 minutes pour conclure le débat avant que le président de la mission d'information, Michel Canevet, ne prenne la parole aussi pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, merci beaucoup pour ces riches échanges. Merci de me donner la possibilité à ceux qui nous regardent de pouvoir échanger, discuter, avancer sur cet enjeu passionnant qu'est celui des abysses et des grands fonds marins. Comme vous l'avez dit,
les mers et les océans couvrent 71% de la planète et la grande majorité sont dénommés les grands fonds avec une profondeur entre 200 et 6000 mètres et ils couvrent 65% du globe. Vous le savez, la France, de par son histoire, de par sa géographie et ses territoires ultramarins, est une grande puissance maritime. Et l'objectif du président de la République et de la feuille de route qui m'a été confiée par la Première ministre est de tout faire pour protéger nos océans, pour valoriser nos espaces maritimes et de faire de la France une puissance du XXIe siècle, une puissance maritime qui a des actions exemplaires sur son territoire mais aussi à l'international. Être une puissance maritime, mesdames et messieurs les sénateurs, ce n'est pas uniquement être une puissance militaire, ce n'est pas uniquement être une puissance économique. C'est, je le crois profondément, et on l'a vu ici, et votre rapport l'a parfaitement montré, c'est être une puissance scientifique. Et donc, se donner les moyens d'avoir une stratégie pour la recherche marine. Car comme vous avez pu le voir et le décrire parfaitement durant vos travaux, la connaissance des grands fonds marins est la condition indispensable pour en mesurer tous leurs effets, pour mesurer ce qu'ils recouvrent, les valoriser, mesurer la fragilité et, in fine, les protéger. Alors, nous avons un comité interministériel de la mer. En janvier 2021, celui-ci a fait de l'exploration scientifique des grands fonds marins sa priorité. Et comme vous l'avez dit, nous n'en connaissons qu'une infime part, ils sont moins connus que l'espace, et donc nous avons posé ici un premier cadre. Et ce comité interministériel de la mer s'inscrit dans une architecture, dans une gouvernance, et je sais ici qu'elle a pu faire l'objet d'un certain nombre de questions, qui est pour nous très claire. Il y a la Première ministre, il y a le secrétaire d'État à la mer, et puis ensuite il y a une coordination que nous faisons, que je fais en lien avec le secrétaire général de la mer. C'est d'ailleurs la même chose sur les enjeux de défense. Nous avons un ministre de la Défense, un secrétariat général de la Défense nationale. C'est la même chose sur l'Europe. Nous avons un ministre délégué à l'Europe et puis nous avons un secrétaire général aux affaires européennes qui permet de faire cette coordination, qui permet de prendre en compte toute l'interministérialité de ces enjeux. Et donc, cette priorité, je souhaite qu'elle soit mise en œuvre dans le cadre du Parlement de la mer que nous avons, qui est le Conseil national de la mer et des littoraux, qui est au fond notre instance de concertation principale, qui réunit les usagers de la mer, les ONG, les élus de tous les territoires et les services de l'État. C'est dans cette instance que sera discutée la stratégie nationale pour la mer et le littoral que nous aurons à construire d'ici 2023. C'est dans cette instance que nous allons porter les priorités sur les grands fonds marins, que nous allons décliner les investissements et que nous allons prendre en compte les spécificités des territoires. Et pour répondre à votre deuxième recommandation, monsieur le rapporteur, je nommerai une personne qui s'occupera de ce pilotage des grands fonds marins, qui fera le lien entre l'aspect financier, France 2030, et la planification que nous aurons à établir partout sur ces territoires. C'est cette gouvernance, je le crois, qui nous permettra de concerter, de faire mieux, de décider et de financer des priorités sur les grands fonds marins qui répondent à tous les objectifs que vous avez définis. Et puis, nous aurons, et c'était une des recommandations aussi de vos rapports, d'augmenter, d'amplifier notre soutien à notre capacité de recherche. Je pense ici au CNRS, à l'IFREMER et à l'IRD. Et nous aurons à mobiliser toutes les forces de la recherche française pour atteindre un double objectif, la préservation de l'océan et l'exploration des grands fonds. Vous l'aurez compris, ce sujet est porté au plus haut niveau par le président de la République, dans le cadre de France Mer 2030, et par la Première ministre avec ce comité interministériel de la mer et une coordination qui se fera au niveau de mon ministère. Nous devons concentrer, et vous l'avez dit, vous avez été plusieurs à l'évoquer, toute notre attention, tous nos financements sur l'exploration. L'exploration uniquement pour la recherche scientifique, pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et le rôle des grands fonds marins dans le système océanique et climatique. Je vais vous donner un exemple, le projet de planeur sous-marin français pour étudier le volcan sous-marin de Mayotte ou encore les campagnes en mer avec l'utilisation d'un drone développé par une entreprise française et mis en œuvre par l'IFREMER au milieu de l'Atlantique. Tout cela se fera en parallèle d'une action forte à l'international avec pour objectif d'avancer vers une stratégie internationale, multilatérale sur les grands fonds marins. La France n'exploite pas dans ses eaux territoriales et nous sommes mobilisés pour convaincre les autres pays de s'engager dans cette voie de l'interdiction de l'exploitation en faisant tout cela sous l'égide de l'AIFM que nous aurons à transformer, notamment sur la partie des financements. L'enjeu est bien évidemment d'être suffisamment de pays à défendre cette position pour que ce soit celle qui l'emporte. Alors vous le voyez, les sujets de recherche sont nombreux par la France et devront se faire en coordination avec les enjeux stratégiques de maîtrise des grands fonds marins, de défense et de surveillance de nos territoires. C'est toute l'ambition de la stratégie du ministère des Armées qui accompagne cette stratégie d'exploration des fonds marins. Alors monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, cette ambition scientifique,
est bien là. Et je sais que c'est une ambition collective, partagée par le Sénat. Et à vous entendre, je fais le vœu, ou en tout cas je suis convaincu, que nous allons atteindre nos deux objectifs. Faire de la France un leader sur l'exploration des fonds marins, avec un défi, celui de la connaissance scientifique, pour que ce dernier espace inexploré de la planète soit mieux connu de nos concitoyens. Et puis, et je terminerai par là, Monsieur le Président, se doter des moyens pour accroître cette connaissance. Les missions que nous avons lancées permettent aussi de tester les matériels français pour toujours être à la pointe en matière scientifique. Je terminerai par une citation que je trouve très belle. « Il regardait monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. » Et donc, continuons à porter son ambition maritime pour notre pays. Merci de votre implication. J'ai envie de vous dire, longue vie à la mer, vive la République et vive la France. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Monsieur Michel Canevet, président de la mission d'information, exploration, protection et exploitation des fonds marins. Quelle stratégie pour la France? Pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier les différents orateurs des groupes qui ont pu relayer la vingtaine de recommandations que la mission a pu élaborer et puis donner bien entendu des éclairages particuliers sur un certain nombre d'aspects. Je voudrais tout particulièrement remercier le rapporteur Teva Rohfritsch pour l'excellent travail qui a été mené, remercier aussi l'équipe de collaborateurs menée par Catherine Forgeard qui a pu assister à la mission pour que ce travail soit vraiment un travail efficace. Et la mission a audité un certain nombre d'experts, plus de 60 experts, et réalisé un gros travail. Mais il faut dire que la dimension politique sur les fonds marins est absolument essentielle. Et il faut le rappeler, et ceci, bien sûr, doit nous conduire à continuer à investir très largement dans les fonds marins, parce que cela a été dit à de nombreuses reprises. Il n'y a pas grand-chose de connu sur les grands fonds marins, donc il faut qu'on continue l'exploration pour que la science puisse nous informer, nous faire connaître tout ce qu'il y a de richesse dans les fonds marins. Et puis pour cela, c'est clair, il faut des moyens. Il faut des moyens, bien entendu, pour soutenir la recherche. Il faut des moyens, cela a été dit tout à l'heure aussi, pour le renouvellement de la flotte océanique. Ce fut un des éléments qui ont permis à l'Ifremer en particulier d'être particulièrement reconnu sur la scène internationale au plan de la connaissance maritime. Il importe que l'Ifremer puisse être doté des outils lui permettant de continuer à orienter les recherches et les mener, bien entendu. Et j'intègre, bien entendu, la préoccupation de Philippe Folliot sur l'avenir du Nautile, qui est effectivement un outil extrêmement important. Alors la France, c'est une ambition maritime. Je suis heureux que Joël Guerriau ait aussi affirmé la nécessaire ambition maritime de la Bretagne, à 5 départements comme l'est actuellement la Normandie, n'est-ce pas Jean-Michel Houllegatte? Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas aussi bons que la Normandie, mais surtout la Bretagne a de tout temps un lien historique très fort avec la mer et il importe que cela puisse continuer. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, des crédits ont été prévus dans le plan France 2030, 322 millions d'euros. Il faut effectivement que ces crédits puissent soutenir un certain nombre d'actions, alors pas seulement en subventionnant quelques projets, mais en accentuant, je crois, la commande publique. Nous l'avons constaté notamment par des rencontres avec les industriels. Il importe que nous soyons actifs sur ce plan-là. Nous avons pu, en Norvège particulièrement, observer qu'il y avait un soutien à la commande publique qui était opérant et qui ont permis à un certain nombre d'industriels d'être aussi extrêmement efficaces. Il faut que la France puisse le faire aussi, et ça c'est important parce que nous ne sommes plus, disons-le très clairement, dans la science-fiction aujourd'hui. On le voit parce que, notamment, il y a des autorisations qui ont été données pour l'exploitation à Nauru, donc une filiale du Canadien TMC, pour des explorations de nodules polymétalliques dans la zone de Clarion-Clipperton, soyons clairs. Donc tout ceci appelle notamment, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, à une consolidation de l'autorité internationale des fonds marins, bien sûr pour un code minier qui soit efficace, pour des moyens de contrôle qui soient accentués, pour un financement qui soit modifié. Et puis, cela a été dit tout à l'heure aussi, notamment par Joël Guerriau,
La guerre des fonds marins est aujourd'hui particulièrement importante. On l'a vu dans la mer Baltique, mais cela peut survenir aussi dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, dans l'Indo-Pacifique ou l'Indo-Océanie. Il y a donc besoin de mener une protection extrêmement forte parce que nous avons des enjeux énergétiques, des enjeux de télécommunications, des enjeux de maintien de la biodiversité aussi qui sont essentiels dans ces régions. Et donc, il importe que là aussi, nous puissions nous préparer à ces enjeux futurs qui sont absolument nécessaires pour le 21e siècle. Alors, je voudrais, en concluant, vous dire que la question des grands fonds marins est absolument importante dans notre pays parce qu'il y a des enjeux de souveraineté économique, cela a été dit, de souveraineté industrielle, de souveraineté militaire, je viens d'en parler, et puis aussi de souveraineté écologique, disons-le, ne l'oublions pas. Et donc c'est un grand enjeu pour le 21e siècle. Il faut que la France puisse y participer de toute sa place, y prendre toute sa part. Merci de votre attention et merci de la participation de tous à ce débat et aux propositions qui ont pu être formulées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance mercredi 5 octobre à 15 h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.